tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff, le podcast enregistré le jour de la fête des pères et de la fête de la musique. Bonne fête et bonne fête. Et bonne fête à tous, sauf aux orphelins sourds. Wow. Allô. Je suis Edwin. Ah, je suis Lucas. Et nous sommes avec Bastien, du coup. Salut. Un goth légendaire, quoi. Je sais même pas comment te présenter. Qu'est-ce que je pourrais dire, c'est... À la limite, moi, de ce que je sais, tu es le coup de foudre amical d'Edwin. C'est ça, coup de foudre réciproque. Du coup, en gros, je l'ai rencontré au taf. Personnage très drôle, très rigolo. Dès qu'il est au taf, je suis content de travailler, quoi. C'est gentil. Sinon, je suis en grève. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir, très content d'être avec vous. Déjà, on arrive sur quelqu'un de très gentil. Il est arrivé avec des éclairs à la vanille. On en a parlé l'épisode d'avant. Je savais même pas que ça existait il y a 2 semaines. Et là, maintenant... C'est la gourmandise des grands hommes. On va voir. On va pouvoir se faire une dégustation en live, en fait. En fait, on est un peu McFly et Carlito. Les McFly et Carlito du podcast. Toi, t'es qui, toi? Ça va partir en dégustation. Moi, je suis Carlito parce que je suis chauve. Ouais, mais t'es petit. Non, mais vous êtes déjà beaucoup plus authentique que McFly et Carlito. Moi, j'arrive pas. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que ça va, c'est les moins pires. Ça passe, mais ça sent un peu le... Je sais pas. J'ai une sorte d'aversion pour ça et j'arrive à le sentir assez vite. Et vous, c'est pas du tout le cas, quoi. On sent que c'est une ambiance un peu chill, un peu fun, tout ça. Moi, j'ai juste peur qu'on s'enferme dans des persos à la longue, tu vois. Qu'on devienne un peu... Genre toi, t'es le blond sexy. Non, que... c'est ça? Non, tu sais que tu deviennes le Edwin de Tartine de Kiff et moi le Lucas de Tartine de Kiff et qu'on ait 2 persos différents avant et après enregistrement, tu vois. J'ai peur qu'on s'enferme là-dedans, non? Mais après, c'est le masque social. Là, par exemple, j'ai envie de me foutre en l'air, mais je le cache. C'est faux, c'est faux. Tu le caches difficilement. Ta calvitie en dit très long quand même. Tu sais qu'il m'appelle Edwin à poil court, à chaque fois il me dit ça, quoi. Du harcèlement d'ailleurs au travail. Hein. Dès quand t'es là, j'ai la boule au ventre, mec. Et la boule à Z? La boule à Z? La boule au ventre, la boule à Z? Par rapport au fait que tu n'as pas de cheveux. Je crois qu'on peut cocher les cases, on le dit à chaque épisode au moins une fois, je pense. On mentionne le fait que je pense, Comme ça, c'est bien parce que peu importe les nouveaux, pas les nouveaux, les auditeurs savent que tu n'as pas de cheveux. On l'a dit dans l'épisode d'avant que t'as une implantation capillaire magnifique. Ouais. Et Bastien, tout autant. Alors attention, le reveal. Non, allez, tu vois. Regarde, ce que je disais dans l'épisode d'avant, regardez, j'ai un peu la calvitie, gna gna gna. T'as des beaux cheveux, espèce de chien. Normalement, ça va. Non. L'implantation est belle. J'ai le cheveu rêche et poreux. C'est vraiment de la merde. Tu as des cheveux. c'est déjà 100 fois Mais plus. est-ce qu'il vaut pas mieux être un beau chauve? Ouais, quel rapport avec moi, du coup? Ah, qu'un faux chevelu. Voilà, qu'un chevelu avec des cheveux de merde. Qu'un chevelu qui s'assume pas. Toi, ce qu'on aime bien, c'est l'aérodynamisme de ton crâne, la manière dont il réagit aux éléments, tu vois. À la lumière. À la lumière, ouais. Vu qu'on est parti sur ça, ça consomme quoi un peu ici? Du coup, pas trop YouTube, imaginons, voilà, Bastien il est là, il a eu une dure journée, il arrive, qu'est-ce que... Moi, je suis un gigantesque kiffeur de jeux vidéo. Ok. Ah. Donc, en ce moment, quand j'ai envie de me relax, en général, après le bain de la petite, quand madame la couche, tout ça, je me mets sur l'ordinateur, Discord avec les refrains, et là, en ce moment, je suis sur Monster Hunter Wilds. Ok. Si vous avez joué. Je connais bien, mais j'ai jamais trop joué parce que pas d'amis. Très sympa, donc ouais, je fais beaucoup ça. Après, le contenu en général, Netflix beaucoup le soir. Et sinon, en vidéo YouTube, moi je suis un cas un peu particulier, j'ai des lubies. Tous les 6 mois, ça change. Ah, une passion précise d'un coup? Voilà, d'un coup. Ça ressemble à un TDAH, mais oui. Là, voilà. Par exemple, j'ai eu les montres il y a 2-3 mois. Et donc, pendant 3 mois, je vais regarder toutes les vidéos au monde qui existent Ouais. sur les montres. Sur Comment les ça montres. marche, pourquoi, les marques. Et puis après, là où je vois que vraiment ça devient maladif, c'est que quand j'ai consommé tout le YouTube francophone, il a asséché le déjà fleuve. tu commences à basculer sur de l'anglais, tu te dis bon. Mais bon, d'accord. Mais quand tu bascules sur des vidéos en polonais, en allemand et tout, c'est que là vraiment, Mais t'es un malade. mec, je suis un ouf. Et là en ce moment, c'est les motos, mec, les motos. Oh là là. Mais t'as ton permis moto? Je suis en train de le passer. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça te fait une bête de culture sur un sujet précis. Est-ce que c'est des trucs que t'oublies un mois après? Ah oui. Donc c'est vraiment... En fait, moi, mon gros défaut, c'est la mémoire, les gars. J'ai une mémoire Je te serre la main, je suis totalement dans ta team. nul. Baisez-vous, c'est bon? Après, je pense aussi c'est une histoire de mémoire sélective. Mm. C'est-à-dire, quand t'as regardé 3 mois de vidéos de montre, est-ce que ton cerveau, il a vraiment besoin de retenir l'avis du youtubeur polonais sur une montre? T'as rien compris à ce qu'il a dit? Moi, en ce moment, c'est beaucoup YouTube. Et pareil, là, hyper focus du moment, c'est le Rap Contenders, mais je te l'ai dit. Ah, Enfin, oui. je le dis à tous les deux. Ouais. Et j'y pense tous les jours. Vraiment, tous les jours, je me dis, j'ai envie de le faire. Et des fois, j'ai envie de clasher des gens au hasard et tout. J'y prépare des phrases dans ma La tête. pire lubie, parce que c'est le skate. Alors, le skate, j'adore ça depuis que je suis petit. Mais je suis nul. Mais nul. Et tous les X temps, je tombe sur, tu sais, une compétition, machin, où je rejoue un jeu. Donc là, par exemple, ils avaient ressorti les Tony Hawk Pro Skater, bref, jeu de mon enfance, Madeleine de Proust, donc je les ai poncés. Et tu sais, dans le jeu, c'est tellement facile, tu dis, putain, mais en vrai, Ouais.
Et mec, et à chaque fois, je m'y réessaye. Donc je me suis réessayé au skate. Je suis... À quel âge? C'est le sport le plus dur, 32 ans. T'as arrêté un peu skater du coup Disons dans l'âme, mais dans la pratique. C'est genre la DA skate qui t'a plu, mais t'as pas été. Mais déjà, pour moi, faire du skate après 27 ans, je trouve que Ah ouais, non, mais bien sûr. c'est un peu la honte, quoi. Moi, je suis allé Ah ouais Ah non, mais complètement. Le skate, c'est un des sports les plus durs qui existent. Le skate, dans tous les cas, pour y arriver, faut te péter la gueule plein de fois. Donc je pense que c'est moins bizarre de voir un jeune se péter la gueule et être en sang plein de fois Ah ouais, oui. pour après maîtriser des trucs de fou qu'un mec de 32 ans. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais surtout, c'est un peu la honte. Genre, imagine, t'as 40 ans, t'as une attelle, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis tombé au skate. Ouais, parce que le skate, ça se blesse, hein. J'ai fait ça, c'était l'été dernier. Et je me suis dit, vas-y, Bastien, depuis que t'es petit, t'as voulu être bon au skate, tu vois. Quand je vous dis Tony Hawk Pro Skater, j'avais pas 7-8 ans. Donc, tu sais, c'est le truc, t'as grandi avec ça et tu te dis, putain, mais ils sont trop stylés, les mecs, j'aimerais bien, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'était l'été dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Je me dis, allez, vas-y, c'est bon. On tente l'expérience et tout. Donc, je vais jusqu'au bout du truc, je m'achète un skate et tout, machin. D'un ridicule, gars. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais pourquoi? J'allais au skatepark, les gars. T'arrives au skatepark, comme vous avez dit, t'as que des mecs, ils ont 10, 12, 13 ans. T'as un ado, il en a 17, et toi, t'arrives 32 ans, casse, Déjà, c'est même suspect. genouillère. Ah, mec, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, Goofy ou Regular, les Jones 6-7, vous me sucez? Les mecs, ils arrivent, tu sais, quand t'arrives au skatepark, tu les vois. Souvent, ça se dépatouille, tu vois. Genre, ils sont là, ils font des petits sauts, des petits trucs. Toi, t'arrives déjà monté sur la planche. C'est un exercice. Il faut du courage quand même pour Il faut du courage. aller faire ça. Mais t'es ridicule du début à la fin. Tu vois. Après, tu pars, tu dis, oh, tiens, j'ai réussi en demi au lit et tout. C'est éteint. Je pense que juste le skate se concentre plus sur les jeunes parce qu'à mon avis. Il y a un truc de vouloir baiser jeune. Ah ouais? Je pense, oui. Je pensais plus, le côté blessure, quoi. Tu te remets plus vite d'une chute quand t'es jeune que quand t'es plus âgé, quoi. Parce que quand t'es jeune, t'as moins peur du danger, genre. T'es un peu plus inconscient, je pense aussi. Que quand t'es vieux, tu te dis non, je vais pas me blesser en skate, j'ai un crédit à payer, quoi. Moi, c'est plus, j'imagine un mec de 40 ans qui tombe, qui fait oh, tu sais, genre qui se relève. Je me suis fait mal au ménisque. Là où un mec de 19 ans, il tombe, il se relève et il a mal, mais ça va, tu vois. Moi, je pense aussi que c'est intimement lié à l'adolescence, tu vois. Parce que c'est le côté un peu rebelle, la liberté. Ah oui, c'est la culture qui va avec. Je fais ce que je veux, je prends des risques, tu vois. Donc c'est ancré, je pense, dans cet âge-là. Et effectivement, c'est vrai que c'est un sport où c'est rare les sports où, selon l'âge dans lequel tu le fais, tu passes pour un fifre. À part le skate. Le mot fifre. Il a toujours des mots incroyables, Bastien. Quel autre sport comme ça tu fais jeune, tu le fais, ça le glisse. Non, le surf, surf, moi je vois du mec du Le trentenaire, surf, c'est un peu du quarantenaire. skate de vague. Tu vois, tu me prends un Julien Doré là. Il va faire du skate, du surf, pardon, tu vois. Il fait du surf, oui. Je sais pas, il a une gueule de surfeur. Non, mais le surf c'est stylé. Tu vois un mec de 35 ans qui sort, c'est autre chose que moi qui débarque. Alors au la jeunesse. skatepark de Marty-Labreuse, arrive avec mon casque, mes genouillères et tout, mec. Crois-moi que l'aura est bien inférieure. Il y a le côté aussi d'être avant, tu vois, de savoir plein de choses et de revenir à un truc d'apprentissage basique où tu te trompes, tu tombes, quoi. Donc il y a vraiment un truc un peu enfantin presque. Le contraste de voir le gars avec ses genouillères qui, oh putain merde, tu vois, qui tombe. Est-ce que ça vous dit qu'on passe à la petite question du jour? Avec grand jour. Question du jour. C'est un peu une question thérapeutique pour moi aujourd'hui. Les amis, je me suis fait arnaquer comme un. Quoi? Comme un bleubit. T'es chez les témoins de Jéhovah aussi? Non, arnaquer vraiment au sens propre de l'arnaque d'un commerçant. J'achète le truc, je me fais arnaquer et j'ai le sourire, tu vois. C'est vraiment. Raconte. En plus, comme vous êtes dans la vape, ça va un peu vous parler. Pardon. Oui, là, il faut savoir que je suis cerné de vapeur, là. Un pas de travers et je me fais enfumer. Hein. En vapé. Je me fais gazer, hein. C'est la fumée combustion, c'est un. Pardon. Ça n'a Il y rien a à pas voir, de mon combustion, pauvre. pardon. Donc, il y a eu un petit événement médiéval. Avec, du coup, des gens un peu cosplay, donc un peu marrant pour le côté. Un peu chauffin, non? Le côté un peu, encore des gens âgés qui sont à fond dans des passions. Ou des trucs où voilà. Ça me régale, ça, perso. D'un côté, en fait, je trouve ça beau. Je me dis quand même, les gens ont un truc, ils sont à fond dedans. Quand c'est trop dedans, bon, ok. Mais je juge. Enfin, je juge, mais c'est mon plaisir. Et ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, je suis avec ma meuf. Et donc, ça vend des trucs, des petits marchands, des gars qui vendent, tu vois, ambiance, quoi, truc pour les enfants, petit événement et tout. Super sympa. On passe devant un stand, c'est charcuterie corse. Et le mec nous fait goûter. C'est très médiéval, la Corse. C'est le côté boucher, étal, je sais pas pourquoi, mais ouais, pas très médiéval. Mais bon, le mec nous fait goûter, c'est très bon, bien sûr. On dit oui, bon, on viendra, mais sauf que j'ai ça à tous les vendeurs pour qu'ils nous lâchent parce que les vendeurs, quoi. Déjà, ils te font goûter, c'est cool. Et il y a le moment où tu as goûté, parfait, tu m'as présenté ton truc, je m'en fous. Le moment de se détacher, il est terrible. Tu commences à t'éloigner, tu dis bon, merci. Et, ah oui, non, mais il y a pas de sucre dedans, tu vois, genre. Moi, j'ai pas la moindre pitié. Je mange gratuitement et je m'en vais. Vu que je suis un rat. Comment tu gères la transition? Tu t'en fous? Franchement, c'est très bon. Merci beaucoup. Et je m'en vais. Et donc, je lui dis ça, mais en faisant le tour et tout, on se dit, franchement, c'était pas mauvais. Viens, on en prend un petit peu, tu vois, on se fait la. Surtout que t'as un passif, toi, avec le saucisson. Oui, voilà. Donc, on tourne, on vire. On se dit, on va lui prendre un truc. On revient. Le problème, c'est que, c'est souvent le problème, il n'y a pas les prix.
Tu sais pas, ah oui, il y a tant de mois d'affinage, le truc il vient de telle région, c'est appellation d'origine protégée, machin, d'accord. Le mec, je lui dis, oui, c'est à peu près combien 100 grammes et tout, parce qu'on voulait vraiment... le mec d'avant, il prend 2 trucs, il en a pour 70 balles. Je fais, ouh là là, alors attention, moi je veux pas, enfin on voulait prendre, tu vois, je sais pas, à 2, on se prend 30 balles, on abuse un peu, 30 balles de jambon et de saucisson. C'est vraiment pour manger juste après, tu vois. Le mec, je lui dis, ouais, pour les 100 grammes à peu près, c'est combien? Il fait, 100 grammes, ça vous fait à peu près 9 €, machin. Je dis, ok. J'ai aucune indication. J'aime la charcuterie, mais j'ai pas les prix en tête. Il me dit ça, je me dis pas, c'est cher ou c'est pas cher. Je dis, ok, d'accord, c'est le prix. Du coup, tu t'es dit 300 grammes. Je dis, ouais, on pourrait avoir quelque chose comme 200, 300 grammes, 200 grammes, je lui dis. Le mec, il dit, comment ça? Ben, en fait, je coupe le truc en 4, donc en fait, souvent, je fais au kilo, en fait, je fais pas au gramme. Mais il dit, mais pour vous, donc déjà, monsieur Showman, je dis, bon, je te vois venir, mon pote, avec des grands sabots, mais bon. Il dit, regardez. C'est ce que je dis aux clients, des fois. Il me reste, il me sort un truc déjà un peu coupé, il me dit, il me reste ça. Bon, voilà, donc, qu'est-ce que tu me fais chier? Et là, il me dit, par contre, je ne sais pas combien ça fait 100 grammes. Je sais pas, 200 grammes, j'arrive pas, moi, à le couper à l'œil. Je dis, t'es bouché ou t'es pas bouché, connard? Et donc, il me le met devant, il fait, dites-moi. Je dis, mais là, je sais très bien ce qui se passe, mon pauvre. Enfin, mais tu vois, comme un bouffon. Je suis là, je sais très bien ce qui se passe. Moi, j'ai même pas compris, là, ce qu'il a fait. Pour moi, c'est de la magie, là. Il a mis des chiffres. Non, mais il me dit, là, vous pensez que c'est. Enfin, mettez avec votre. Montrez-moi où je coupe. Ah, mais je crois que c'est connu, ça. Je pense que lui, il sait très bien combien ça fait 100 grammes dans son truc à couper. Moi, je ne sais pas. Des fois, ça fait ça. C'est une arme incendie? Non, je sais pas ce que c'est. Mais ça vient de. J'adore vivre ici. Je sais pas, des fois, c'est aléatoirement, ça fait ça. Ça peut le faire longtemps, d'ailleurs. Tu crois que ça s'enlève au son ou... Pas vraiment, non. Après, là, on l'a introduit, donc on peut le laisser, c'est terrible. C'est l'enfer. On peut prier pour que ça dure pas trop longtemps. Oh alléluia, mes frères. Putain, quoi. Et donc... Quel timing. Donc le mec me montre, et je sais très bien qu'il sait que Enfin... Oui, je sais ce que tu veux faire. Tu veux que je dise beaucoup plus, qu'il va couper, et moi je vais pas oser. Bon, tant pis. J'essaie de vraiment... Je me dis, allez, j'essaie de faire 200 grammes. On dirait un jeu de fête foraine, là. Ouais, c'est ça. Il me dit ça, je fais, ok, d'accord. Il le pèse, il me dit pas combien ça pèse. Il me l'emballe. Nous, on se dit, on va aussi prendre un saucisson aussi. Et le mec me dit... Il me dit pas ça. Il me dit... 50 €. Dis donc, 50 € pour ce qu'on a, j'ai pas il y a un problème, tu vois. Je me dis, si vous me dites... Mais sauf que ça, je le dis dans ma tête. Ouais. 50 €, et moi, je paye. Tu vois, vraiment le bouffon. En fait, tu parlais la dernière fois d'avoir la barrière sociale, de pas oser dire chez le coiffeur, non, on me lavait pas la tête, je m'en fous, coupez-moi direct les cheveux. Bah, moi, là, le mec... C'est la peur de dire non. Parce que tu t'es retrouvé engagé dans un truc, c'est l'effet de gel. Ouais, là, il me tend le truc, 52 balles. Avec ma meuf, tous les deux, on a un contact, on sait que, oh putain, pourquoi ça... 200 grammes, je te dis, il y avait 300 grammes du coup, mais c'est pas, franchement, c'est pas énorme, quoi. C'est un petit sac, quoi. On a un petit sac. 50 €, mon dieu. Et donc, je paye joyeusement. Et tu sais, pour un peu je dis, il y avait combien en poids? Il me dit, ouais, il y avait 300, 320 et tout. Je fais, ok, merci, bonne journée. Donc, il est passé de 100 grammes, 9 € à genre 300 grammes et un saucisson, 50 balles, tu vois. Mais en fait, il a trop flouté tout pour pas que tu comprennes ce qui se passe, quoi. Oui, c'est de l'arnaque, en fait. Et après, avec meuf, on est là, on fait, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? Et tout. Le seum a duré longtemps, et même quand tu le manges, t'essaies d'oublier, mais t'y repenses. Et une fois qu'en plus j'avais un peu trié, enlevé le gras et tout, t'as juste 2 petits bols, et tu dis, putain, ça c'est 50 balles, les 2 petits bols que j'ai avec et était bon? C'était délicieux. Bon, après, voilà. Oui, mais délicieux. Bon, bref. Et donc, je me suis fait arnaquer, je me suis fait douiller avec le smile. En plus, je lui dis merci, au revoir, bonne journée. Le mec est content, il dit, oui, bonne journée à vous aussi. L'enculade cordiale, quoi. Ils sont malins quand même. En fait, le problème dans ces situations-là, c'est que même si tu sais que t'es en train de te faire douiller, t'as le choix entre la paix sociale, de tu payes et tant pis, ou alors t'as pas d'autre choix que le conflit. Ouais. Parce que mais c'est malhonnête de sa part, tu vois, c'est lui qui... Ah oui, bah eux ils jouent là-dessus. En plus, surtout dans les marchés comme ça, le mec, je pense qu'il s'en fout parce que très souvent c'est du one-shot. La semaine suivante... Il a pas à fidéliser, quoi. Il est à la fête du cochon à Saint-Marie-sur-Marne et tu vois, donc ils ont tout intérêt à faire ça. Moi j'avais vécu une situation un peu similaire, mais avec une autre conclusion, à la Japan Expo à Marseille. Déjà, l'enfer sur Terre, Japan Expo. Pas les mêmes forains, du coup. Oh, mais même procédé. Asiatiques aussi, ils en ont 2-3. Tu viens de dire un truc raciste. Ouais, tout à fait. Ils ont un stand, et alors à chaque fois il y est en plus. Hein, c'est un stand qui te vend des sortes de confiseries. Ah, c'est genre gingembre. Genre des mochis. Ouais, même pas. Non, c'est vraiment des sortes de bonbons de là-bas. Bon, ok, très bien. Et en fait, eux, leur technique, ils tapatent un peu comme ils t'ont fait avec toi, c'est-à-dire qu'ils ont des échantillons gratuits. Ouais, ça c'est classique. Donc, elle vient de choper. Alors la particularité, c'est que pour complexifier encore plus le rapport, la nana en question ne parle pas la langue.
Mais je suis sûr que c'est faux. Effectivement. J'arrive pas à savoir la ligne du racisme où on en est là, mais... Ah oui, par Ouais, contre, Bastien c'est est très pour ça raciste. que- Ah, bon, c'est son plus gros défaut. C'est pas grave. C'est son seul. Son seul défaut. En vrai, si quelqu'un est parfait mais qu'il est un peu raciste, c'est grave. J'allais imiter la voix, mais je vais pas le faire. Oh, Oh, Donc, d'accord, on voilà. est cancel. Dernier épisode. je mettrai une petite musique. Non, non. En fond Donc- musique asiatique. Là, nous alpague, machin, elle nous fait venir. Ah, regardez, nanana. Donc toi, tu testes et tout. Une fois que t'as testé, elle te demande c'est bon. Donc toi, tu dis oui, par politesse. Ok. Prends un sachet, elle en met 20. Et elle te fait ça pour plein de trucs. Mais toi, sur le coup, tu captes pas qu'elle te fait ton sac pour toi. Tu crois qu'elle range ses trucs? Bah, tu sais pas, ah, regardez, essayez ça, essayez ça, essayez ça. À la fin, une fois que t'as essayé 10 trucs, 6 kilos de bonbons. elle sort son truc. Ah, venez avec moi. Elle pèse son sac. Je crois que c'était un truc du style 79 €. Alors toi, t'as rien demandé, hein. Tu as pas dit mettez-moi ça, mettez-moi ci, mettez-moi ça. Donc c'est du one shot. Le one shot, le principe, c'est la satisfaction client. T'en as rien à foutre parce que de toute façon, tu le reverras pas. Oui. Tu vois. Enfin, tu le reverras l'an prochain, peut-être. Oui, en gros, c'est j'essaie de cartonner un max sur ce client parce que de toute façon, il est passager. Moi, je m'en vais de cette ville et lui, il reviendra pas. Donc c'est Eh ben, vraiment, je exactement. le charge au maximum. Exactement. Comme à la foire de Paris, tout ce genre de trucs, c'est toujours comme ça. Donc moi, au milieu du process, donc de faire essayer de remplir le sachet et tout, je me dis, bon, ça pue du cul cette histoire, je m'en vais. Ah, tu recules. Mais ma meuf, elle, il reste. Oh non. Et au bout de genre 40 secondes, je me retourne en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Et je la vois, tu sais, en panique, en mode... Ah, toute seule, merde, parce que du coup, ouais. Eh oui. Et donc ma technique, les amis, pour esquiver ce genre de situation. Une patate dans la gueule. Non, c'est le Zlatan Eye Contact. Vous connaissez Zlatan? Non, vas-y, explique-nous Vous tout. connaissez pas Enfin, je le connais joueur de Zlatan, foot, je connais Zlatan. Il faut faire un regard froid, impassible. Tu parles pas, tu dis rien. Même si elle te parle? Même si elle te parle. Donc ça crée un moment de gêne, J'ai mais trop du mal avec le silence. tu Je vois, pourrais pas. parce qu'en fait, eux, ce qu'ils attendent, c'est une forme de gêne de ta part. Tu sais, Ouais. parce qu'elle, elle te dit, mais attends, mais j'ai préparé le sachet et tout, j'ai tout pesé, ça m'a pris du temps, hein, t'as goûté gratuitement. Tu sais, elle essaie de te... Ah ouais? Eh oui, c'est le Zlatan Eye Contact. Ah si, oui, putain, c'est vrai. Ah oui, parce qu'il faut savoir Ah, bien sûr. que Bastien, en Ce grand, goth. en prince qu'il est, il nous a ramené, mais alors, des fameux éclairs à la vanille. On l'a déjà dit en plus, je suis un peu fou. Et donc ça va goûter. Des l'éclair fois, à il la- vient à la boutique, il me ramène ça, je suis en mode putain. Du coup, c'est dégustation éclair à la vanille là. Je suis désolé, je t'ai coupé dans ton Non, histoire, non, là, je voulais pas. j'ai C'était égalé, pas mon oui. intention. Putain, c'est incroyable. Bah, c'est parti. Donc voilà, le regard Zlatan, ça marche très bien, et cette technique, je l'ai développée à Rome. Je sais pas si vous avez déjà voyagé à Rome. C'est vraiment mystique ce que tu racontes quoi. À Rome, dans toutes les rues un peu culturelles, c'est-à-dire devant le Colisée et tout ça, tous les 50 mètres, et je vais faire attention de ne pas basculer dans des termes, voilà, il y a des gens d'une certaine communauté. Ah, mais du coup, il est vraiment. Je suis désolé, je sais pas ce qu'il lui prend. Il est pas comme ça d'habitude au travail, genre. Moi, je croyais que c'était une blague, mais non, il est raciste, du coup, c'est. Non, non, mais... Bref, tous les 50 mètres, t'as quelqu'un. Je sais pas ce qu'il lui prend, il est en train d'exploser en plein vol là. De base, c'était un mec sympa du taf, et là, j'apprends qu'il est nazi quoi, donc bon. À cause du micro, il devient Charlie Kirk, c'est chiant. Ceci dit, alors raciste, mais très bon éclair. Hein. Délicieux. Hein. L'éclair à la vanille, c'est très très bon. Il est bon. Plus Éclair ou Hitler Tous les 50 mètres, tiens un vendeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Oh, mais tu continues ton histoire. S'il te plaît, fais un effort. On est de gauche ici, Bastien. Non, mais en plus, pas du tout. Hein. C'est vraiment pas. Je suis pas du tout raciste. Mais c'est vrai que la manière d'eux peut faire penser que. Mais en tout cas, voilà, t'as une personne qui te vend des petites babioles, des petits colisés en. Et si tu veux, ils ont un peu la même démarche, c'est-à-dire que quand tu viens vers eux, ils te tendent le truc. Donc quand t'es un néophyte que tu sais pas, tu le prends. Terrible erreur, fini. Une fois que tu l'as pris, si tu refuses de payer, t'as des gens qui viennent et t'es obligé de payer. Ah, parce que tu lui tends, il le reprend pas. Ah non, il te dit. Il a pas une table où tu peux le poser? Non, mais c'est un vendeur à la sauvette. C'était comme à Paris, les vendeurs de Tour Eiffel et tout. Voilà. Parce que t'as ceux qui posent un drap et qui posent des chaussures, des machins, et t'as ceux qui t'attendent, genre, un peu partout, et ils ont juste un trousseau. Ah, c'est sur lui, il a le trousseau de. Voilà, Ok. sur eux, ils ont 2-3 trucs, machin, etc. C'est à cette occasion que j'ai développé le regard Zlatan. C'est-à-dire que si dans ton regard, parce qu'ils vont te chercher, ils te cherchent de regard, si tu montres que t'es impassible, que t'es déterminé, machin, Donc, en gros, tu frises, tu lui tends, tu frises, regarde Zlatan, genre. ah, tu le regardes pas. Et parce que là, le problème, c'est que t'as logé dans les mains. Donc, comment tu te sors de cette situation? Sans racisme. Tu prends pas l'objet. Déjà. La première fois, je me suis fait avoir, j'ai pris l'objet. Ok. Mais la technique pour ne plus se faire avoir, pour pas que les gens ils se disent, c'est comme les gens qui distribuent des tracts. En général, J'ai une anecdote après ça. Bah, hantise. tu regardes, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent le eye contact, et en fonction de ton comportement, ils vont te le tendre, ils vont pas te le tendre. Si t'as l'air pressé, pas content, machin, Pour moi, c'est justement, ils sont formés pour, peu importe le type de mec, te le filer, quoi. en général, enfin moi, en fonction du regard, en général, on vient pas me le... Moi, je le plongerai à fond. Incapable de. Déjà, le silence, regarder, compliqué.
Et d'ailleurs, petite astuce pour les gens quand tu mets la regarder dans les yeux, regardez entre les sourcils. Ça donne l'illusion que tu regardes dans les yeux, mais sans regarder dans les yeux. Ouais, ça marche, tout à fait. Ah d'ailleurs, j'ai essayé de tester ton truc de la caisse rapide là. Parce qu'Edwin a une technique, je sais pas si t'en as déjà parlé, pour quand t'as qu'un article, un ou deux articles, et qu'il y a un caddie plein devant toi et que la personne te laisse pas passer. C'était de faire du bruit avec l'article. Tu sais, genre, si t'as un plastique, tu fais tic, clic, clic, comme ça, la clic, personne elle est obligée de le regarder, de te regarder et de te laisser passer. Un échec total. Tu sais pas le faire. Bah mec, j'ai vraiment fait vraiment, je le tordais dans tous les sens. Faut que ce soit très répétitif, faut pas forcément faire beaucoup de bruit. Faut que ce soit genre un petit truc un peu en rythme et que le mec ça le... Tu vois. Explique mieux mec. Je t'emmerde. Bah du coup t'as un peu répondu à la question avant que je la pose, c'est est-ce que vous êtes déjà senti douillé ou fait douiller quoi? Dans des situations comme ça, ou pas forcément un achat direct ou des trucs comme ça, mais est-ce que vous avez un truc en tête marquant de douille quoi? Vous êtes là, le sourire, mais vous dites je me suis fait baiser quoi, comme un prince. Bah moi c'était quand j'ai fait composter, que je suis allé à composter le machin. Première ou deuxième édition? Première édition, le long métrage, le final cut, okay. Voilà. Où bon, du coup je marche pendant 2 mois et demi, j'allais à composter le machin, et j'avais un pèlerin français qui s'était acheté une bague en argent. Il m'a dit putain mais elle est incroyable et tout, je l'ai payé 7 € quoi. Donc je vais dans la boutique, je dis je veux cette bague là machin, parce que je la trouvais stylée. 27 €, 20 € de plus. Et du coup j'ai acheté, sans rien dire. Juste j'ai pas achiné quoi, j'ai fait bon d'accord. Juste, ouais, c'est un peu ce truc de pas savoir défendre. Mais après, autre anecdote qui me vient, où on a failli se faire arnaquer tous les deux avec ce putain de Upside Store. Oui, bien sûr. Où oui, on mais était empêtrés. ça c'est une autre forme d'arnaque, c'est-à-dire c'est de l'arnaque, arnaque en bande organisée, quoi. C'est vraiment Jimmy Market, le fameux Jimmy. Tu veux raconter? Non, vas-y, je t'en prie. Bah du coup, une fois, on était à Aix et on devait aller voir un film. Et juste avant, je sais pas, on passe un peu dans les allées provençales et il y a un mec qui nous tend un coupon avec une batterie externe offerte. Il fallait rentrer dans la boutique et machin truc. Et là, on tombe face à un mec, un Jimmy Market, ouais, on appelle ça comme ça maintenant. Ouais, c'est vrai que le terme Jimmy Market est venu de ce C'est gars. les gens un peu du commerce, mais un peu arnaqueurs, quoi. Bien habillé, ouais, c'est bonjour, je suis là pour vous... Le commerçant par excellence, quoi. Et du coup, il commence à nous brancher pendant 1 heure, il nous propose des coca, donc un peu ce truc de « Ah, merci, coca ouais. » et tout. Ça se voit, coca, oh, trop sympa, trop bien. Et toi, tu commences à dire que t'es en cinéma, il dit « Ah ouais, comme ma meuf, non, comme il a dit, ouais, j'ai un pote. Ouais, il connaît quelqu'un qui est en cinéma. Moi, je dis que je suis en psycho. Il dit, ah ouais, ma meuf aussi, elle est en psycho, elle est en licence 4. Ça existe pas. Donc, j'étais en mode bizarre. Et il commence à nous brancher sur des abonnements et tout. Et en vrai, on était un peu dedans quand même, genre. Est-ce qu'il y avait ce truc un peu de louer du matos pour le ciné que ça aurait pu t'intéresser? Parce qu'il me dit, cinéma, tu sais qu'ici, on loue des drones, des trucs. Je fais, ok, en vrai, pourquoi pas, tu vois, mais faut prendre un abonnement, machin. Et sauf qu'en fait, nous, on veut juste notre batterie gratuite. Et il commence à nous sortir des papiers, des trucs à signer, à remplir, adresse mail, machin. Il a commencé à nous demander l'adresse mail. Et c'est là que d'un coup, moi, j'aime pas donner mon mail du tout. Parce que déjà, regarder mes mails, c'est compliqué. Alors, si on m'en envoie 1 milliard, c'est non. Et on est tous les deux, je me rappelle, on se regardait un peu en mode, on est dans le bourbier, comment on sort? Et là, je sais plus si toi c'est moi qui dis putain, mais là on va être en retard pour la séance de cinéma, mais on revient après. On n'y est jamais retourné. Après, moi, ce que je faisais. C'était pas un mensonge, on avait vraiment un film. Oui, heureusement d'ailleurs. Et moi, en fait, ce que j'adorais faire après ça, c'était retourner prendre le coupon et speedrun le maximum pour pouvoir avoir la batterie. Et j'étais devenu très fort à ça, et j'en ai 4. C'est des trophées de guerre pour moi. Ah, mais moi, tu vois, ça c'est un truc, parce que tu dis, c'est commerçant, c'est plus marketeux, tu vois, c'est marketeux en herbe. C'est genre des mecs dans des bureaux qu'on dit alors comment faire pour alpaguer les gens et les niquer socialement pour qu'ils... Oui, bon. Mais faudrait faire une trame, tu sais, où il faut répondre directement le truc. De toute façon, en général, ce genre de pratique commerciale, c'est ça. T'as une trame, tu la suis à la lettre. Donc là, la batterie, c'est clairement pour vous faire venir dans son truc. Ah cool, un coca, oh cool, on m'offre plein de trucs. C'est le côté gratuit, le coca, c'est de la réciprocité. Ils se disent, en étant gentil avec lui, en lui offrant quelque chose, tu crées en la personne le sentiment un peu d'obligation de rendre l'appareil. Ouais. Et ouais, c'est de la manipulation forte. Mais d'ailleurs, eux, je crois, ils sont mangé un procès. Ah ouais, à cause de ça. Et j'avais vu une vidéo d'un mec, en fait, le truc, c'est qu'une fois que t'es abonné à leur truc... Trop agressif, quoi. Pour se désabonner, c'est l'enfer sur Terre. Un mode salle de sport, quasiment quoi. Impossible. J'en ai entendu parler de ça. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait pété les plombs et il était allé, il avait tout cassé, quoi. C'est vrai. Ouais. Et j'avais une pote qui s'était retrouvée dans ce bourbier et qui avait galéré à se désabonner de tout et tout, quoi. L'enfer sur Terre, donc on a échappé de peu à une arnaque, je pense. Parce que moi, tout ce qui est abonnement... Donc au final, là, c'est toi qui les as douillés vu que t'es revenu te venger à maintes reprises, la guérilla. Ouais, c'est ça. C'est le retour de bâton, quoi. Après, moi, je pense que je me suis fait arnaquer plein de fois et je m'en suis même pas rendu compte. Bah, j'ai plein de trucs, je fais pas attention, je suis étourdi. Je pense que ça a dû arriver un nombre de fois où j'ai pas vu, quoi. On a dû me faire payer un truc en plus. Ah ouais. Ouais, je pense que. Ouais, mais ça, c'est pas arnaqué, l'idiot c'est... du volontairement, village, tu penses?
Ou genre le mec voit que t'es un peu dans Bah, la de lune, sûr, en Espagne, un peu simplé, tu vois, il te... quand je suis parti en Espagne, là, je disais la dernière fois que, en gros, à chaque fois, il me faisait payer le pain. Mais je m'en suis rendu compte au bout de 2 semaines, quoi, que systématiquement, en fait, il me le rajoutait. Je me suis dit, mais toutes les fois d'avant, en fait, on me fait payer le pain alors que je ne mange pas de pain, on m'a même pas donné de pain, quoi. D'ailleurs, pour les touristes, quand je travaillais au Crous, il y en avait un, il m'avait expliqué qu'il faisait ça. C'est quand il travaillait à Saint-Tropez, il était serveur. En fait, il mettait un montant en plus sur le TPE, enfin, il rajoutait même un 0 ou un truc comme ça. Et en fait, quand il te le tend, le TPE, il met la main sur l'écran en le tenant comme ça. Non, comme mais ça, tu vois pas. c'est même pas de l'arnaque, c'est du vol, là. Il y a Ah même oui, pas c'est de- du vol. Et il me disait, mais on se faisait des pourboires comme ça, mais monstrueux, parce qu'en fait, bon, déjà, lui, il travaillait à Saint-Trope, donc les ça gens, me frappe, voilà. là. Ah, c'est un trap. Et il disait, des fois, on rajoutait un 0 en plus, mec, t'imagines, tu Ah, comment payes ça, c'est- Ah oui, mais c'est parce 400 que- balles au lieu de 40. Après, c'est des t'imagines. gens qui ont pas de problème financier, donc. Mais- Mais bon, ça reste quand même pas Depuis, cool de les je regarde arnaquer. systématiquement le montant sur le TPE. Ah, moi, toujours. Et en Espagne, plusieurs fois, on essaie de me douiller. J'étais en mode, non, il n'y a pas de. Vous êtes trompé. Plus globalement, sur les trucs de vente un peu, depuis que je suis vendeur, je me fais moins avoir, quoi. Quand j'ai fait Compostelle, au moment où on était sur le chemin, et il y a un vieux qui s'appelait Obé, je sais plus comment il s'appelait, qui vient, il nous dit, ah, vous voulez de l'eau et tout Moi, j'étais en mode, bah, c'est bon, je m'agourde. Mais les gens avec qui j'étais, ils ont dit, ah oui, machin. Il dit, ah, bah, venez chez moi et tout. Chez lui, sa boulangerie. Il commence à me servir à boire et tout, et après il fait, ah, vous voulez venir voir le pain? Et en fait, c'est juste une façon de faire des ventes en plus, quoi. Et au moment où il a dit, vous voulez de l'eau, j'ai dit à tout le monde, j'ai fait, il va nous vendre un truc. Et ils disaient, mais non, et tout. Et après, il faisait, j'ai du pain. Je fais, bon, bah, voilà. Après, pour moi, ça, c'est pas une arnaque, tu vois. Oui, c'est pour ça que j'ai dit autre chose, mais c'est technique de vente, quoi, concrètement. C'est... Ça, le mec, il essaie de faire marcher son business, il attire le client, c'est ok. L'arnaque, c'est plus quand il y a mensonge sur la marchandise, tu vois. Oui. Par exemple, quand à toi, il te dit c'est 100 grammes, ça coûte 9 euros, finalement, tu sors avec 200 grammes, il y en a pour 50 euros. C'est quoi la limite, tu vois? C'est Est-ce que, flou, quoi. est-ce que voilà le flou, moi c'est le flou, c'est que peut-être qu'il a dit 100% la vérité, que les prix étaient exacts, machin, mais bon déjà en recalculant, je me suis dit non. En fait, moi c'est déjà le truc au-dessus, c'est ça, c'est que je me suis dit même s'il y a eu flou, que c'est très cher et tout, le prix qu'il m'a annoncé au début, ça matche pas quoi avec ce que j'ai, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment un truc bizarre. Toi, Bastien, t'as une petite histoire, un truc? J'ai une histoire. Il y a plein d'histoires. c'est Attention les yeux, les oreilles. bon. C'est sur quelle communauté cette fois? Alors, Oh merde. Non, c'est vrai. non mais les gars, je suis désolé, parce que je vous jure, c'est la... C'est la faute des Je étrangers, vais c'est vous ça? raconter la vraie histoire telle qu'elle s'est passée, ok? Voilà. Je suis au lycée, il est midi. Très peur. Non, mais les gars, c'est la Je vraie tremble. histoire. C'est la vraie histoire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je suis avec mon meilleur ami, on est au lycée, c'est la pause à midi, on va acheter à manger. Trop de trigger warning pour que ça se finisse bien, mais c'est pas grave. Je suis désolé, les gars, c'est la Pour une fois vérité. qu'il y en a. Parce que ça, pour le coup, c'est une vraie arnaque. Enfin, c'est... Voilà. Donc, on va s'acheter à manger, machin. Et là, on se fait alpaguer par un black avec des sortes de figurines en bois un peu jolies. D'éléphants, de Bouddha, enfin plein de petits trucs comme ça. Donc, le gars arrive, il va voir mon pote, il nous arrête, et il nous dit « Bonjour, c'est la fête des Noirs en Afrique, tenez ces cadeaux. » Je vous jure, mot pour mot, c'est la fête des Noirs en Afrique. Bon, déjà, tu te dis, ça n'existe pas, mais ok. Il donne la figurine, c'était un petit éléphant à mon pote, et voilà, il dit « Ah, voilà, c'est la fête des Noirs. Hein. Vous voulez participer? Voilà, les gens donnent un peu, machin. » Oh non. En mode don, genre, je t'ai donné un truc, et gars, il nous a pas lâché jusqu'à ce que mon pote lui donne... Alors, je vous jure, il ouvre son portefeuille pour donner 10 euros. Le gars voit qu'il y a un autre billet de 20 euros. Déjà 10 euros, c'est beau C'est jeu. énorme, Ouais. Il voit qu'il y a un billet de 20 euros. Il dit, ah, quand même, pour la communauté, machin, je sais pas quoi. Et tant que tu n'as pas donné, il te lâche pas. Et ça, pour moi, c'est une vraie arnaque. Parce que, Là, faut vraiment, là, c'est la force de dire non, mec, bah, je ne veux surtout pas. que toi, t'es lycéen. Ouais, en plus. Le gars, il est impressionnant, machin. Et tu sais, il te met dans une position hyper inconfortable. Après, il commence à parler fort. Mais attends, mais je t'ai donné ça, tu l'as pris, tu l'as pas refusé. Hein. Et donc, il a fini par lâcher 30 euros quand même. Ouah, Ah ouais. Tu vois. pour un Bouddha. Ouais, un petit bout de bois, machin. Et ça, c'est une vraie arnaque. Il y a aussi ceux qui viennent avec J'allais en parler. les feuilles pour les associations. Voilà, ça, complètement fait avoir. Ah, genre recherche de donateurs? Ouais, Ouais. moi je me rappelle, j'avais 18 ans, j'étais à Montpellier. Je me rappelle, je devais prendre le train pour rentrer. Il me restait que 5 euros pour manger. Et pareil, en fait, il disait, ah bah machin, association, est-ce que vous voulez signer la pétition? Je sais plus Ouais. quoi. Donc je commence à remplir et des cases. Et à la fin, c'était donation. Je regarde le mec, on m'a dit, fait. C'est un peu genre en mode, Tada tada. Et j'étais en mode, bah voilà, 5 euros. Du coup, j'ai pas mangé quoi. Genre, parce que à cette époque-là, j'avais pas de carte bancaire et tout. En Enfin, plus, normal. là où ils sont malins, c'est que souvent, c'est exactement comme tu le décris. Donc tu remplis ton nom, ton prénom, d'autres trucs comme ça. Et à la fin, effectivement, tu as la case don. Donc t'as un truc de t'es trop engagé pour dire non. Déjà. Mais c'est surtout que tu regardes les lignes du dessus. Ouais. T'as plein de lignes fake où tu sais, genre, il y a un mec, il a donné 100 euros. Genre. Ouais. Ouais, 100 tu euros. dis, Donc waouh. toi, tu dis, ah merde, j'ai 12 euros en poche. Tu sais, presque tu culpabilises. Tu te dis, oh là là, ça fait chauffer. Faut... Ouais, c'est pour donner un ordre en mode, ouah, les gens donnent autant, putain, pour. Enfin, c'est que des billets, c'est que jouer sur des petits billets, tu vois, pour. Et souvent, enfin, moi, quand ça m'arrivait, c'est des gens qui te parlent pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent et te... Ah ouais? Ouais.
pour justement que tu puisses pas avoir le dialogue de, tu vois. Voilà. Et ça, pour moi, c'est des vraies arnaques, tu vois. Parce qu'à la limite, le coup du boucher, bon, c'est flou, mais on peut se dire, si la cam est excellente. La cave. Non, mais c'est vrai, si sa charcuterie, elle est délicieuse, ça vient de je sais pas quelle exploitation, à la limite, Ouais, mais moi, tu c'est vois. le truc de mets un petit écriteau, je sais le prix au kilo, dis-moi combien ça pèse. Ça, c'est pour moi, un boucher, il te dit combien il y a, il te dit, bon, il y a tant. Il sait combien ça fait 100 grammes surtout. Oui, Ouais, voilà, c'est c'est ça. surtout ça, ouais, qui est fumeux. Du coup, j'avais un peu envie d'entendre vos histoires pour me redonner du bon. Mais après, dans le même style, les associations qui viennent te parler là. Ce que je fais, c'est quand ils viennent me parler, ils me disent est-ce que vous donnez déjà? Et je dis oui. Ils me font quelle assoce? Je dis je donne à la Maison du Sang et à la Croix-Rouge. Ce qui est le cas, je donne des vêtements et mon sang. Donc voilà, et eux ils pensent que c'est de l'argent, du coup ils t'emmerdent pas trop. Parce que même si t'es étudiant, moi je me rappelle, j'avais dit je suis étudiant, j'ai pas trop d'argent. Non, mais même, tu Et sais. moi tu sais, quand j'étais étudiant, je donnais et tout, je suis sûr que c'est faux. Et même j'ai réussi un flex, c'est que la meuf est venue m'accoster pour ça là, enfin je sais plus pour quel truc. Et en fait, j'ai contrebalancé le truc et du coup j'ai commencé à faire de la pub pour Tartine de Kiff. Et elle a enregistré le podcast et tout, je lui ai donné un sticker qu'elle a mis sur son téléphone. On et tout, la quoi. salue si elle nous écoute. Ouais, si elle nous Bien écoute, joué, bien joué. on l'embrasse quoi. Du coup vraiment j'ai démarché un démarcheur quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'étais très fier de moi. Ah, dans chacune de tes histoires, tu dis oui, je me fais douiller, et au final, c'est toi qui retourne la situation à ton avantage. Hein. T'es un peu le héros de tes Petit histoires. roulard, ouais. Moi, je me suis juste fait baiser comme Peut-être un. que je mens et en fait j'ai des dettes sur 10 ans quoi, à cause de quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes, justement, quand il s'agit d'associations? Parce que le but final Il est est plutôt louable. noble, mais la manière, très souvent, est vraiment naze. Ils ont que la parole, donc en fait, ils utilisent les armes qu'ils ont, et pour moi, même si quand ils insistent, pour moi, ça m'est déjà je me suis déjà retrouvé dans des discussions comme ça. Si tu dis non, ils disent bon, d'accord, bah, enfin, tu vois, je trouve Ouais, que c'est ouais. pas suffisamment mal intentionné et malsain et fait de manière manipulatrice. Tu sens qu'ils ont suivi leur formation, on leur a donné des outils pour leur méthode un peu originale pour t'alpaguer, ça me fume de rire. Hé toi, excuse-moi, ça va? On a un très bon ami qui l'a fait longtemps. Je sais plus si c'est lui ou si c'est un mec que j'ai croisé, mais des méthodes pour t'arrêter en mode. Et là, je jette un sort qui fiche tes jambes. Tu vois, genre. Le mec est dans un jeu de rôle quoi. Bon, en vrai, c'est rigolo, donc c'est malin parce que tu commences la discussion en rigolant et tout. Oui. En vrai, ils sont très forts dans la sympathie. Moi, j'adore leur parler, mais à l'humain quoi. Après, je suis en mode oui, bon, les dons c'est bien, mais vous, comment ça va? Comment ça va vraiment? Comment ça va vraiment? Moi, j'aime beaucoup donner. J'ai beaucoup donné à des associations, mais j'aime pas donner quand on me demande de manière agressive, tu sais, quand on insiste. Ouais, le côté libre machin. arbitre, quoi, de si j'ai envie, je le fais, mais me force pas. Ouais, voilà ça. Alors que, tu vois, si les personnes qui faisaient ça, elles venaient dans une démarche où, bon, après, j'imagine qu'elles n'ont pas le temps de le faire, mais qu'elles m'expliquaient de A à Z, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment, à quoi sert l'argent, bah, j'aurais beaucoup plus de facilité à dire, vas-y, je vais aller tirer. Alors que là, dès le début, tu sais, tu la vois, elle te regarde de travers, tu sens qu'elle va venir te choper, tu sens que tu vas rentrer dans un tunnel. Ouais, c'est ça, tu sens que tu vois les mailles du filet, quoi, Ouais, tu vois, ouais, tu sais très bien ce qui se passe. Et il y a t'as le pas côté. envie, quoi. Et du coup, tu parles du côté humain, je pense que c'est ça, c'est que tu passes direct dans un truc où le mec il est dans sa méthode et il y a pas vraiment de dialogue en fait, c'est creux quoi, tu vois, c'est le mec fait son speech, donne à l'assaut, mais c'est pareil pour tous les autres trucs, tu vois, c'est manipulation, je trouve que c'est un peu fort quand même, mais tu vois, c'est jouer sur des biais cognitifs, jouer sur la gêne des gens, sur des trucs, des barrières Les sociales failles ou quoi, humaines. failles humaines pour profiter entre guillemets des gens, tu vois. Moi je trouve ça quand même plus louable quand c'est une asso bien entendu parce que à la fin le final Ouais, est voilà. que Ouais, c'est après, moi, cool. je me dis tout le temps, les assos, en vrai, tu sais pas Ah ouais. par qui c'est détenu, machin. Ah ouais, Tant c'est une arnaque, le truc. Tant c'est genre une façade, en fait, t'alimentes le terrorisme. En fait, je crois que je suis complotiste. C'est une certaine communauté qui tient ses assos. Quand tu donnes tes vêtements au secours populaire, c'est pour habiller Bolloré. Il a récupéré mon short, Bolloré. Il C'est l'a comme, récupéré. tu vois, les conteneurs là où tu mets les vêtements là, du VVF. WF, ouais. Je crois que c'est de la grosse arnaque le VVF. En fait, c'est genre. Bah, en gros, je crois que c'était que. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils donnent les vêtements, mais en fait, ils les détruisent pour la matière. En gros, c'est tout envoyé je crois, en Afrique, tout compacté, et c'est revendu à des commerçants qui les vendent ensuite un peu dans les petits quartiers, de petits marchés et tout. Ok. Quoi. Je crois que c'est les deux, vous avez tous les deux raison. Ouais. Il y a une partie qui est détruite, et après, t'as raison, il y a une partie où les gens pensent que ça va être donné gratuitement, et en fait, non, c'est revendu, effectivement. Ok. Pour ça, donner à la Croix-Rouge. Secours populaire, c'est mieux. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour les associations, je trouve que ça joue en leur défaveur. Le fait que souvent, comme tu dis, on n'est pas sûr d'avoir confiance dans comment ça va être utilisé, pour qui, comment, d'alpaguer les gens dans la rue. Moi, ce que j'aime pas aussi, c'est bon, il y a le côté pression sociale où t'as 3 minutes pour prendre une décision, tu vois. Mais la majorité du temps, tu connais pas bien l'association, tu vois. Tu sais pas à quoi ça va servir concrètement. Moi, j'aime bien quand tu donnes et tu sais exactement à quoi ça va servir, tu vois. Par exemple, le conjoint de ma tante, les deux, ils ont vécu à Madagascar longtemps, et ils ont créé une association où, en gros, tu donnes de l'argent et tu finances les études d'un élève à Madagascar.
mais l'élève, il est identifié, tu sais qui c'est, tu vois, et tu te dis, ok, tu vas donner plus, ça va coûter, je sais plus, entre 100 et 400 euros, mais tu sais que le gars, tu vas lui offrir une scolarité jusqu'au lycée, tu vois. Ouais. Mais tu vois, là, c'est palpable, tu sais ce que tu fais, tu vois. Oui, toi, t'as l'impression que des fois, tu jettes tes sous dans la machine et tu sais pas trop Tu sais où pas ils trop, sortent. voilà, à quoi ça sert, où ça va. Et t'es juste content d'avoir fait une bonne action, mais t'es pas sûr, quoi. J'ai vu un truc récemment. Vous voyez les Iris Gallery ou pas? Ouais, oh là là, mec. Tu sais, c'est les boutiques, il y en a à Aix où genre ils prennent en photo tes yeux. Pour moi, Et t'as un miroir devant. c'est forcément du blanchiment d'argent. Je ne connais personne qui irait là-dedans. Il doit Ouais, avoir un il y en a client beaucoup qui tous disent les ça. 6 mois. Bah écoute, moi je sais pas, je sais que les cheveux, je suis en mode, oh, c'est joli les yeux. En plus, moi j'aime bien mes yeux, je suis en mode, ah, je suis très narcissique, je suis content. Ouais, mec, c'est... Mais j'ai appris qu'ils avaient vraiment lancé un truc à côté, donc en plus de l'offre des cheveux, des yeux, pardon. Des cheveux, mec, t'es Ils obsédé appellent par ça l'irisologie, je crois, Oh là. comportementale. Oh là là. Et en gros, Ils te lisent les lignes des yeux. c'est complètement ça. C'est ça. C'est complètement ça. En fait, de base, c'est un truc Oh, qui merde. existe, pseudo-sciences comme les lignes de la main et compagnie. Et eux, en fait, ils le font sous un point de vue comportemental. Et en plus, déjà, ils ont mis des affiches de marketing. C'est genre Irisology is the new astrology, ce qui me dégoûte et me donne absolument pas envie. Et en fait, tout est basé sur un livre où du coup ils expliquent en mode ah bah là avec la forme de vos yeux vous êtes du signe colombe et vous êtes quelqu'un de très ouvert, des fois vous aimez parler aux gens et des fois vous avez besoin d'être seul, enfin c'est truc effet Barnum de fou où tout le monde se reconnaît. C'est vraiment le truc de Bobo, déjà que c'était Bobo là, mec. C'est... Ouais, et en fait j'ai vu un mec sur YouTube qui faisait une enquête, genre il a pris le nom des auteurs introuvables. Il y a marqué oui, après plusieurs ouvrages, les autres ouvrages introuvables, ils ont travaillé avec telle personne, ils contactent telle personne, ils font on connaît pas, genre c'est vraiment le scam quoi. Et suite à cette vidéo, ils ont totalement arrêté, genre ils ont enlevé tout dans les magasins et tout, genre et voilà quoi. C'est ouf. Et maintenant ils proposent des photos de votre aura. Comme ça. Je sais pas, j'en sais pas plus. C'est juste des photos un peu genre effet infrarouge avec marqué photographier votre aura. Non, mais ils sont dans le délire, ils sont plus du tout sur les Oui, yeux là. ils sont sur de la pseudo-science. Sur quoi, un c'est mec. terrifiant quoi. Est-ce que vous avez vu là récemment, il y a des vidéos qui tournent avec une sorte d'organisme qui fait payer à des... C'est très souvent des femmes. Et le concept, c'est de les faire marcher sur des braises. Vous avez vu ça ou pas? Quoi? Non. Quoi? C'est une sorte de développement personnel plus. Donc en gros, le message c'est voilà, femme libre qui affronte ses peurs, machin. Et donc tu vois les nanas, elles marchent sur des braises froides. Et genre après Elles sont tu sais, même pas chaudes? Tièdes? bah, elles sont noires, donc déjà Ah oui, voilà. ouais. Après c'est certainement un peu tiède, un peu machin, tu vois. Donc elles marchent sur les Ils cendres. mettent tu de l'eau sais, chaude dessus quoi. c'est toute une procédure. Genre après elles sont là, elles se font des câlins entre elles. Wouhou. Ah, c'est un peu sectaire. Ça. Ça, après, ils ont la même chose, c'est, je sais même pas pourquoi ils en sont venus là, tu brises une flèche avec ton cou. Genre le mec, il appuie le bout de la flèche avec sa main contre ton cou, Quoi? Attends, mais... tu t'avances, non mais c'est une flèche, y a pas de pointe, y a rien, voilà. T'appuies, tu brises la flèche, Ouais, c'est Et des trucs ça, on symboliques a- de con pour dire, regarde. j'ai vaincu ma peur, nanana. Et ça, tu vois, L'angoisse que tu me décris, Bastien. mais ça c'est difficile parce que je pense que les gens qui participent y croient vraiment, et je pense qu'en vrai, ça leur fait vraiment du bien. Tu vois, c'est-à-dire que psychologiquement, elles sortent de ça en se disant j'ai vraiment vaincu ma peur, je pense que ça les aide. Et en même temps, c'est complètement, je pense, bullshit. quoi. Ouais, le problème, c'est qu'après, ça risque de créer une espèce de dépendance à un truc comme ça, où en disant, bah, dès que ça va pas, putain, il faudrait que je brise une ou deux flèches avec mon cou, quoi, pour aller mieux, tu vois. En fait, il y a beaucoup de sciences qui n'en sont pas, en fait, et qui, comme tu dis, jouent sur un lore de dans les années 30, le grand médecin a écrit ça, et puis après, tu sais. La psychanalyse. La psychanalyse, moi je trouve ça super intéressant. Pour moi, c'est de la philosophie, tu vois. Mais le truc de on peut sauver des gens avec. Et il y a un livre noir qui s'appelle Livre noir de la psychanalyse. Ça regroupe plein d'histoires comme ça où en fait c'est pas trop prouvé scientifiquement. Ouais. Donc c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup Freud, ce qu'il dit et tout, mais je pense que ça s'adapte qu'à une partie de gens qui sont faits pour ça quoi. Et tous les gens que j'avais vus en psychanalyse, c'est des fous la plupart. Bah, même en psycho, si je dis pas de bêtises, toi t'as fait psycho, tu disais. Ouais. Il y a quand même beaucoup de concepts qui se reposent sur Freud et ce qu'il a fait. Ouais, psychanalyse du coup. Voilà, presque tout découle de ça. Oui. Et surtout, le pire, c'est que t'as la plupart des gens qui, les freudiens, à la fac d'Aix, ils sont tarpins freudiens, ils sont en mode, ouais, Freud, il a dit ça, c'est un peu fanatique. Alors que Freud, dans ses écrits, fait, je dis peut-être de la merde, justement, créons le débat, quoi. Donc lui-même était sujet à la remise en question, et la plupart des gens le suivent aveuglément. J'ai failli me battre avec un freudien une fois. Ah ouais? Parce que c'était en soirée d'intégration, le mec était en master de psychanalyse, Ok. et tu sais, c'était l'époque où j'étais très taquin, un peu foufou. Tu l'as connu cette époque. Bon, elle est pas finie, non, cette époque? D'accord. Et non mais rappelle-toi l'époque où je voulais faire des TikTok, comment j'étais insupportable. Non, ça va mieux quand Ouais, même. ouais, Voilà. On en parlera de ça lors un jour. Et donc j'étais très un peu dans la provoque avec les gens et tout, un peu aller les chercher. Et donc, Laurent le mec- Baffy, en fait. Un peu ça, oui. Et donc le mec il me dit qu'il est en psychanalyse et tout, et comme ça je lui fais,
mais dis-moi, toi, t'as un peu envie de tuer ton père et de baiser ta mère, non? Très mauvaise idée, Dans la quoi. provoque, ok. Et genre, le mec vraiment met sa main sur mon épaule, il fait écoute-moi bien, mec. Je me suis dit, calme-toi, quoi. Le mec, s'il a un patient comme ça, il va le frapper, quoi. C'est fou. Et donc, tout le monde vient, essaye de calmer le jeu, et moi, je suis trop amusé, quoi. Je suis en mode, putain, le mec, il s'énerve. Oh, j'en tiens un beau morceau, J'en là, tiens un tiens. beau morceau, quoi. Et du coup, il se calme et tout, il enlève sa main. Je lui dis, bon, écoute, voilà. Zéro conflit, j'espère que tu vas pas garder de tout ça un complexe de castration. Il fait, oh putain, mais il recommence, quoi, genre. Un fou, quoi, le mec. Est-ce qu'on se fait pas la question du pot? Mon cher, Question du je pot. vous laisse ouvrir le Je te laisse Ah. un peu le shaker, C'est des questions le qu'on remuer a un peu. écrites il y a 1000 ans. Ok. Et quand on a des invités, ils rajoutent une question, donc tu pourras rajouter une question. Alors, les amis, le domaine où tu es le plus exigeant avec toi-même. Ok. Moi, je suis très exigeant en général avec moi-même. Dans le travail, d'autant plus, mais je suis très exigeant sur le fait de faire les choses bien. Enfin, ou être une bonne personne, je pense. Surtout ça. Comment ça? Et c'est exigeant sur le fait, ça veut dire Mais quoi? c'est plus vraiment, je me mets une vraie pression pour évoluer et faire en sorte d'être une bonne personne et faire de mal au moins de gens possible. Dit comme ça fait un peu genre... oh, je suis tellement quelqu'un de bien. Ouais. Mais justement, c'est tout l'inverse. Non, je rigole. J'adhère à ça. Voilà, mais c'est plus ce truc où vraiment, genre, réfléchir pour faire les choses au mieux. C'est pour ça que des fois, je fais pas les choses parce qu'en fait, je me mets tellement d'exigences que j'y arrive pas. Donc, c'est contre-productif. Non, mais je crois que je vois un peu plus du coup là quand t'expliques. Ouais. Tu restes beaucoup dans la réflexion parce que t'as Ouais. peur de faire le Ouais, en fait, mal des les fois, choses. je veux quoi. faire tellement les choses bien. Par exemple, le stand-up, je réfléchis à des trucs et tout. Et en fait, au final, je fais jamais tellement que j'y pense, quoi. Et ma pote et personnelle m'a dit, mais justement, tu fais un travail en amont et quand tu vas le faire, ça va être super. Ça fait 3 ans. 3 ans de réflexion. Voilà. Non, moi, pour répondre à la question, j'ai pas mal changé sur cette question-là. Quand j'étais plus jeune, j'avais un côté, tu sais, quand tu te construis, tu as besoin d'avoir une bonne image de toi. Donc tu te mets de l'exigence un peu sur tout avec cette volonté de il faut que tu sois fort, il faut que tu sois le meilleur, nanani nana. Donc je me mettais moi une pression un peu dans tout. Le sport, le machin, les jeux vidéo, tu sais, avec... Par exemple, j'étais très très mauvais perdant. Parce que j'avais vraiment besoin, donc je me mettais une pression folle. Et avec le temps et l'expérience, maintenant, le seul truc où je mets vraiment de l'exigence, c'est les domaines dans lesquels des gens dépendent de moi. C'est tout. C'est souvent ça aussi, dans mon cas. Donc par exemple, dans le cadre de mon travail, quand il s'agit de problèmes personnels d'un employé, machin, je vais être obnubilé par ça, et je vais vraiment avoir à cœur de faire la chose bien. Et après, envers moi-même, par contre, mon niveau d'exigence, il a vachement réduit, parce qu'en fait, je me rends compte que la majorité du temps, être trop exigeant envers soi-même, ça apporte que de la souffrance, en fait. Ouais. De la frustration, parce que on a une vision, il faut être le meilleur, il faut être ci, il faut être ça, il faut être machin. Par exemple, si on prend l'exemple que tu donnais avec le stand-up, ça peut être contre-productif en se disant non, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Mais à force de se dire ça, finalement, tu fais rien, tu vois, c'est ce que tu Et en disais. plus, tu restes dans justement, tu restes dans la réflexion et pas dans l'action. Et combien de domaines où t'as un truc où tu t'appréhendes et en fait, une fois que tu le fais, tu fais oh, bon, c'était pas parfait, mais c'est fait, tu vois. C'est ça. Et puis en plus, on est souvent un mauvais juge de soi-même. Par exemple, dans le cas d'une vanne, peut-être que toi, tu vas dire non, là elle est pas assez. Et autant tu l'as fait, et puis tout le monde part en fou rire, et tu vois. D'autant sur des trucs comme ça qui sont en plus subjectifs. Eh oui. Quoi, Je sais que mes meilleures blagues, justement, c'est des blagues que je fais comme ça, un peu en impro avec des potes, et qui plaisent bien, donc du coup, je les garde, et c'est qui marche le plus, quoi. Que celle où j'ai passé 1 heure à griffonner. C'est vrai que dans le processus créatif, le trop penser et avoir un niveau d'exigence trop haut, je pense que c'est plus un frein qu'autre chose. Ouais. Sauf quand tu excelles dans ton art, genre vraiment t'es au top du top du top du top, je pense que tu te mets plus de barrières, plus de pression, finalement tu fais pas les choses. Et c'est dommage parce qu'en plus de ça, je pense qu'il y a des gens qui passent à côté de leur passion à cause de ça. C'est un peu niais à dire, mais de toute façon, faire des erreurs fait partie du truc d'apprentissage et que en te cassant la gueule, t'apprends si tu passes ton temps à appréhender le truc en disant il faut que je fasse parfaitement du premier coup, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire parfaitement du premier coup. Exactement. Ou alors t'es un génie né, et c'est rare, quoi. Chance à toi, tu vois. Il y a un truc intéressant que tu disais dans le fait de quand tu te construis de soi-même, en fait, tu te crées une image de toi-même et t'essaies de l'atteindre. Genre, t'as dû paraître pour toi-même, en fait, comme socialement, mais pour toi-même, quoi. T'essaies d'être un espèce d'idéal que. En fait, il y a une vraie notion d'ego, l'importance du regard des autres, parce qu'en fait, en général, c'est surtout ça. C'est pas tant l'image qu'on se renvoie à soi-même, enfin, du moins, l'image qu'on se renvoie à soi-même, elle est directement corrélée avec l'image que les autres nous renvoient. Si toi, tu te dis, ah, moi, je suis content de moi, machin, mais que tout le monde te fait comprendre que c'est éteint, tu vois, si par exemple, tu fais une blague, tu la trouves très drôle, mais dans le public, tout le monde est là, oh là là. J'ai fait une super blague. Tu vois, et ben forcément, ça va t'impacter. Tu vas finir ton spectacle, tu vas dire, putain, c'était nul, en fait. Tu vois. C'est d'autant pire parce que tu te dis, attends, si moi, je trouve le truc que tout le monde trouve nul bien, qu'est-ce que c'est mes repères, tu vois, qu'est-ce que c'est mes référentiels, en fait. Nous, c'est les autres. Ouais, sûrement. Moi, je sais que j'ai ce truc aussi où... Mais c'est un peu égocentrique et égoïste. Bah, par exemple, l'exemple qui me vient,
c'est boycotter les trucs qui financent des trucs horribles. Par exemple, depuis les trucs de la Palestine. Genre Monster. Ouais, bah, voilà, mais quoi, j'ai pas peur de le dire. Genre sur le boycott, je sais que j'ai réduit drastiquement beaucoup de trucs, le Coca, le McDo ou même la Monster. Là, c'est parce que Bastien, ça compte pas. Ouais. Le financement des génocides, ça compte pas s'il y a Bastien. Non, et ça, je le fais beaucoup moins. Et je suis pas dans une démarche de prouver aux autres ou de dire faites comme moi ou quoi, mais c'est vraiment pour un truc entre moi et moi de me dire je suis en accord avec ce que je pense. Il y a aussi ça quoi qui rentre en compte. Je pense que quand on arrive à ce stade-là, à mon avis, à mon sens, à moi, t'as fait le plus gros du chemin. Quand tu prends plus de décisions basées par rapport à qu'en dira-t-on, qu'est-ce que machin, etc. Ou même si T'arrives ça a une à- conséquence. Je me dis, est-ce que là, en boycottant, vraiment, ça va arrêter de financer des horreurs? Au final, juste moi, je sais que voilà, je le fais pas. Et après, ça dépend pas de moi, en fait. Ouais. Toi, je suis d'accord avec toi. Le plus important pour moi dans ce genre de choses, c'est d'être en accord avec soi-même. Tu peux pas te tromper. C'est une histoire de regret, tu vois. Moi, je me pose souvent la question de me dire, sur ton lit de mort, quand tu feras la rétrospective de ta vie, je pense que en définitive, ce qui reste, c'est ça, tu vois. C'est dans ta vie, est-ce que tu as fait les choses par rapport à ce qui t'animait vraiment, par rapport à tes valeurs profondes, ou est-ce que tu as vécu une vie un peu de convenance Moi, j'avoue que sur les exigences, c'est beaucoup sur les trucs que je crée, tu vois. Mm. Je suis beaucoup dans... par exemple, j'écris beaucoup, mais ça aboutit pas souvent, en fait. Parce que souvent, j'ai ce truc que tu dis, de vouloir tout faire parfait. Je veux pas que le truc soit... C'est que t'es très exigeant. Et du coup, je suis hyper contrôle fric, tu vois, vouloir tout soit réglé. Rien que sur le montage, par exemple, le montage du podcast, je perds un temps de malade parce que... Et en plus, je suis sûr que c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait parce que je m'y connais pas, c'est pas mon... J'essaie de faire au mieux avec mes compétences actuelles, mais combien de fois je perds du temps sur des trucs de merde, ah putain, là, il y a une respiration. La personne, quand elle écoute le podcast, elle s'en bat les couilles, elle va l'écouter. Ça va passer. Regarde, même cet enfant pleure tellement ça leur Il hurle à la mort, quoi. Et je suis là, je bloque sur des trucs, à me rendre fou juste pour un petit détail. Et en écriture, c'est le pire parce que c'est encore plus toi, on va dire, quand c'est t'écris. personnel. Et voilà, par exemple, les jeux, bon, c'est plus léger, du coup, les jeux du podcast, et du coup, j'arrive à aboutir parce que il y a un but, quoi, c'est un truc qui amène à autre chose. Mais ça me frustre, par exemple, quand j'ai pas beaucoup de temps, que, ah putain, j'aurais bien aimé faire un truc un peu mieux, ou des choses comme ça, tu vois. Et moi, c'est plus dans la création où je pense qu'il y a bien 70% des trucs qui se font pas parce que je suis dans ce truc-là, où je me mets une pression de dingue, alors que, déjà, pas sûr que les gens, que ça atteigne des gens, pas sûr que ça se finisse et tout. Souvent, j'en reste, après, c'est un truc un peu de la page blanche peut-être aussi. Je reste sur ce truc concept, et j'ai peur dans le développant, que ça me corresponde pas, Ouais. et me faire emporter par le truc, et qu'à la fin me dire, ah putain. C'est pour ça que les trucs, par exemple, sans deadline, il y a beaucoup de trucs qu'on les fait pas, quoi. Parce qu'on a besoin d'une date pour se motiver, parce que sinon on laisse traîner. Moi, je sais que des fois, il y a plein de trucs que je veux faire et que je fais pas, ou que je dois faire et que je fais pas, juste parce que je sais que ça va me demander une énergie tellement forte, sans certitude que ce soit bien, que du coup, je le fais pas. Et je passe pour un branleur. Mais dans l'écriture, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Parce qu'il y a la notion vraiment personnelle. Donc tu te dis, d'une certaine manière, tu livres une partie de toi aux autres. Donc je comprends ce besoin de se dire, je suis sûr de la version que j'envoie, c'est bien, Comme je disais tout à l'heure, moi je pense que le problème, c'est qu'on est souvent mauvais juge de ses propres œuvres. En plus, souvent, c'est ça, c'est que tu dis, est-ce que les gens, mais le plus simple, c'est de le montrer aux gens et souvent, c'est là où tu tombes un peu de ton piédestal, où tu dis, ah putain, en fait, les gens critiquent du truc que toi, tu pensais parfait, mais c'est ça qui est sain, quoi. C'est qu'il faut que le truc se heurte au regard des autres, tu vois. Et puis l'inverse, des choses qu'on pense être nazes, finalement plaisent. Il y a beaucoup d'exemples de phrases cultes dans les films, où tu vois le réalisateur, enfin l'auteur qui dit, mais jamais j'aurais pensé que ce truc, ça deviendrait... Je parlais d'authenticité, entre guillemets. Je pense que, d'autant plus aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut chercher à atteindre, parce qu'en fait, en cherchant à trop conscientiser le truc, à trop revenir dessus, tu le modifies trop, et au final, tu le déformes, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un truc du geste, quoi, tu vois, du jeter. T'as raison. Je parle dans l'écriture et tout, mais dans tout, j'ai l'impression, en général, tu vois, d'assumer le truc comme il est, quoi. Créatif, pour moi, c'est pareil que la musique, par exemple, tu vois. Quelqu'un qui fait de la musique, soit il a le courage de se dire, et c'est pareil pour l'écriture, moi, voilà, c'est mon entre guillemets mon premier jet, c'est ce que j'avais en tête, ça me plaît. J'ai le courage de le lancer même si ça plaît pas. Ou alors et mon frère fait beaucoup de musique. Bon, mais je sais que c'est quelqu'un un peu comme toi qui va, quand tu fais tes montages, tout vérifier. Lui, c'est pareil. Et du coup, comme tu disais, il va modifier des trucs, modifier. Et quelque part, ça va potentiellement casser la magie du début. Après, c'est trop parfait. Et en plus de ça, la perfection, c'est chiant. Il y a une intention et un truc un peu pur quand c'est un peu brut aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a une question pour moi d'ego, on a toujours peur d'être blessé, d'avoir peur d'être mal jugé. Et cette peur-là, elle nous empêche de faire plein de choses. Alors que tu vois, autant tu as écrit des textes qui sont magnifiques, et le fait de les publier ou de les mettre sur un forum ou je sais pas, en fait, c'est ça qui te permet de progresser, tu vois. Parce que du coup, tu sais ce qui est bien, ce qui est pas bien, alors que si par peur
du jugement, tu le mets pas. Ouais, en fait, c'est bizarre parce que le truc reste figé, et du coup, t'es figé dans un truc où tu sais pas, tu doutes, mais en fait, au lieu de juste donner vie au truc et donner sa chance au truc, tu restes dans un truc suspendu en l'air qui est pas vraiment là, mais qui est là, mais tu dis, on sait jamais, je sais pas. Moi, je pense que dans ces moments-là, il faut oser. Faut pas trop avoir peur du regard des autres, il faut tenter. Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'admire chez toi. C'est que je trouve que tu as... Si. Bah, on a travaillé la première fois qu'on s'est rencontrés, non, la deuxième fois qu'on s'est vu à la boutique. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai raté le check. Et on en a toujours pas réussi. C'est toujours terrible. Un beau check. Ouais, c'est genre point fermé, point Là, ouvert. il est venu, on s'est fait la bise, quand même, on a abandonné, quoi. On s'est dit, ouais, au bise, c'est bon. Et même, il m'a mis un coup de tête en me faisant la bise. C'est-à-dire que vraiment. Ah, toi aussi, t'as eu un peu mal. Ouais, ok, je sais pas le dire, mais ouais. Je suis un peu raté, quoi. La bise de tempe, un peu. Ouais, En fait, je pense parce que tu m'intimides trop. Et... Ben non, jamais de la vie. En tout cas, voilà, on avait discuté du process de vente, tout ça. Je lui ai donné 2-3 conseils. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté, il se l'est approprié. Et il a osé tenter sa propre truc, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de gens à qui je donne ce genre de conseils, qui par peur d'avoir un refus client ou quoi, ben, ils vont rester figés sur un discours dont ils sont sûrs, tu vois, la sécurité. Alors que lui, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui osent, ils tentent. Ça marche pas, bon, bah, c'est pas grave, je réajuste, etc. Et finalement, c'est souvent ces gens-là qui deviennent, en définitive, les meilleurs. Parce que du fait qu'ils aient pas eu peur de se confronter à la réalité, et au retour des gens, ben, ils optimisent. Oui, c'est genre s'adapter, quoi. Pour moi, c'est du courage. C'est le courage de pas avoir peur de se taper un refus, de pas se taper un blanc, un machin. Bah, ça, pour moi, je valorise ça. Tu vois, je fais le parallèle avec le pèlerinage que tu as fait à Compostelle. Pour moi, c'est la même chose, tu vois. Il faut avoir les couilles, entre guillemets, de se dire, bon, ben, je pars à l'aventure, je sais pas ce qui va m'arriver, je pars avec mon sac à dos, tu vois. Moi, pour moi, c'est une des formes de courage. Et puis, c'est comme ça que t'avances dans la vie aussi. C'est que si tu restes pas figé, en fait. Oui, il faut tester, hein. Après, c'est très dur, hein, genre, tu prends ces exemples-là, mais moi, j'ai du mal à tester de nouveaux trucs, à m'ouvrir des fois à certaines choses, quoi. Et des trucs comme ça où je me mets pas la pression, et vu que ça me plaît, je me pose pas trop de questions, mais quand c'est trop, quoi. Faut s'écouter, quoi, comme tu disais. Faut bien sûr. S'écouter, mais c'est vrai que sur des trucs qui bloquent, se jeter en avant et dans le vide, tu vois, et faire le truc, ça peut débloquer la situation dans plusieurs cas. Souvent. Puis en plus, je pense que c'est le genre de choses qu'on regrette pas. Sauf si ça se passe très très mal, mais ça se passe jamais très très mal. Ouais. Bah, en fait, dans tous les cas, ça sera jamais pire que le truc qui est figé et qui bouge pas, quoi. Oui, mais c'est ce que je te disais quand on parlait des mantras, genre, bon, c'était un peu une phrase à la con, mais se dire, sur le GR20, j'avais super peur. Quand je suis parti, je croyais que j'allais mourir, quoi. Bon, et en plus, j'ai failli crever de la chiasse, donc vraiment, bon, voilà. Mort de chiasse. Mort de la chiasse. Et je m'étais dit, mais je vais mourir, jamais y arriver. Et au final, tranquille. Juste dire tu te fais des montagnes, mais tu fais les gravir. Et c'est un peu ça, quoi. Il faut juste faire, et des fois, c'est toujours pire des fois dans ta tête que dans la vraie vie, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Il faut conscientiser, je pense que la première étape, c'est ça. C'est que notre cerveau, il fait toujours des projections terribles. Il imagine toujours le pire des scénarios. Et en fait, ce pire des scénarios n'arrive jamais. Ouais, ce que je me dis maintenant. Je me dis, ouais, je repense à toutes les fois où je me suis mis la boule au ventre et tout. Je fais, c'est pas arrivé, ouais. Mais moi, ça m'arrive tellement de fois, ça. Et après coup, une fois que tu t'es jeté à l'eau, très souvent, t'as plutôt des bons retours. Et après, tu sens que t'as grandi en toi-même. Tu vois, t'es une meilleure version de toi, t'es fier de toi. Et en plus, plus tu le fais, plus tu prends l'habitude de le faire aussi. C'est ça? Bah, exactement, c'est ça. Alors, le jeu du jour, désolé, c'est un jeu qui a déjà eu lieu dans ce podcast. Est-ce que tu es dans les jeux de mots, Bastien? Allons-y, ouais. Tu es familier avec T'es un les jeux de mots? blagueur, quoi, dans tous les cas. Le jeu s'appelle la double définition. Oh oui. Le principe du jeu, je vais vous définir un mot, sauf que la définition est double. C'est-à-dire que j'ai mélangé deux définitions de deux choses différentes, et j'attends de vous que vous trouviez la réponse en me donnant un mot valise ou un jeu de mots qui regroupe les deux mots définis. Trop complexe, trop d'infos. T'as un exemple? Souvent, celui qu'on donne, c'est je commence à te définir en disant président actuel de la France, je suis une sucrerie de couleur qu'on peut trouver typiquement française, tout ça, tu vois. Ce serait genre. Ce serait Emmanuel Macron, par exemple, tu vois. C'est ça le jeu. Voilà. Il a pas l'air très fan quand même. C'est pas grave. Ça va? Tout va bien? C'est bon. Vous pouvez me couper quand vous voulez. Hein. Et il n'y a pas de point, on s'en fout. Je pense que je vais pas répondre parce que je suis trop perfectionniste. Ok. J'ai pas osé. Avec les jumeaux, tu répondais à mon con. Oui, c'était en fait, tous les jeux sur les films et les cinémas, C'est trop fort. Un malade, quoi. Alors, c'est parti. Animateur, producteur et fête juive d'institution rabbinique franco-tunisienne, je commémore au mois de décembre l'inauguration de l'hôtel Touche pas à mes offrandes, dans le temple de C8. Je symbolise... Et l'Hanouka? Ouais. Ouais. Tu l'avais un peu, t'as dit Hanouka aussi. Non, moi j'ai dit Hanouna. Ah ok, bah tu l'avais. Je symbolise la résistance spirituelle de mes petits chéris. Généralement en décembre, c'était Cyril Hanouka. Facile. Facile, oui. Bien ouais.
Enfin facile, je sais pas, oui, sûrement. Sauce en peluche italienne à collectionner. J'ai été popularisé par les réseaux sociaux et les livres de recettes de pâtes. Avec mon bœuf haché, mes oreilles pointues, ma sauce tomate, mon air malicieux et mon mélange d'oignons, céleri et d'édition limitée, je me suis imposé comme un classique des merdes à acheter. C'est pas la boboune? Non, enfin... Tu vois ce que je veux dire? La boubou et boboine, je sais pas comment ça se dit. Non, c'est pas ça la réponse que j'attends. Je vous le relis un coup si vous voulez. Ah, je viens parce que là, je suis dans un autre univers là. Ouais, je suis perdu aussi. Celui-là, je l'ai dur. J'ai celui-là. rien invité. Souvent, le truc à faire, c'est une fois que t'as une définition, t'essaies d'exfiltrer les mots qui t'intéressent pas pour regarder l'autre que t'as pas. Sauce en peluche italienne à collectionner. Ah. J'ai été popularisé par les réseaux sociaux et les livres de recettes de pâtes. Avec mon bœuf haché, mes oreilles pointues, ma sauce tomate, mon air malicieux et mon mélange d'oignons, céleri et d'édition limitée, je me suis imposé comme un classique des merdes à acheter. La boubougnèse. C'est la bouboulognaise. C'est ça? Mais je viens de le dire du coup. T'as dit la bougnaise, je sais pas. La boubougnèse. Moi, c'est C'est bolognaise. un truc raciste quand je le dis comme ça. Ouais, c'est comme... Ouais. Toi, dis rien. Toi, t'es timide, toi. Auteure, compositrice, interprète au chocolat, je suis fondante par endroits et italo-française. Cuite au four, je suis un gâteau américain que l'on prépare dans un moule à l'Élysée avec mon mari. Ma recette la plus connue est celle avec des morceaux de noisettes et de mise en examen pour association de malfaiteurs sucrés. Je l'ai, mais. Vas-y. Carla Bruni. Ouais, c'est ça. Bah c'est bon. Ah, ouais. Ça va le jeu. Là, le jeu te convient? T'as l'air perdu. T'as quoi. l'air- ouais, t'as- Non, c'est bon. Je t'ai jamais vu aussi gêné. Je suis désolé, Bastien. Qu'est-ce que j'ai fait? Gâché l'anniversaire, oh non. Non, c'est bon. Le problème d'un jeu qui change chaque fois, c'est que ça peut être un four total, bien sûr, c'est ça le truc. Non, mais c'était pas mal. C'était... ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est de la merde, mais c'est bien. T'aurais essayé. Tu vois, des fois, essayer, c'est mal. Là. Donc t'aurais dû rien faire. C'est une catastrophe. Interprété par André Boucher, je suis un ensemble de conduites sexuelles et sociales télévisées de petite taille qui inclut des pratiques sexuelles, le guidage des candidats, des rencontres passagères ainsi que la gestion des clés gagnées impliquant simultanément plus de 2 personnes. Arborant fièrement mon sourire et ma marinière, sans qu'une pénétration soit nécessaire, je permets à tous les participants d'assouvir leurs fantasmes dans le fort via divers nains, masturbation et bien sûr pénétration. Passe-partout. Non. Oh putain, pas mal. C'est le père Foutras, non. Fourras. Non. Il est dur, celui-là. Ouais. Franchement, t'avais un bon guess sur ta première réponse. On est sur Passe-Partout. Ok. Passe-par-foutre. Je vous lis une dernière fois ou vous voulez la réponse? C'est comme vous voulez. Hein. Attends. Ça vous... J'ai l'impression que c'est une catastrophe. Ce jeu. Mais non, ça Non, mélange non. entre passe-partout et le sexe. Ouais. En gros. Et un ensemble de conduites sexuelles et sociales qui inclut des pratiques sexuelles, le guidage des candidats, des rencontres passagères ainsi que la gestion des clés gagnées, impliquant simultanément plus de 2 personnes. Passe-partout. C'est Passe-Partout. Ok. Ok, quand tu l'as insisté sur Bien. plus de 2 personnes, ok. J'avais le mot orgie en tête, pas Ah, partout. désolé. C'est plus raffiné, orgie. Oui, c'est plus un peu... Orgie, il y a des masques, alors que Partout, tu vois, c'est dans un club où les gens suent, tu vois. Là, petite parenthèse, est-ce qu'on peut en parler? John, à chaque fois, il m'envoie les événements des clubs libertins. Et c'est toujours. C'est genre gangbang et tapas. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent que pour les tapas? Tu vois? Genre, c'est un truc sexuel et un truc qui n'a rien à voir, c'est ça? Ouais, Genre, c'est ça. ok. Karting et bukake. C'est ça. Blind test et gloriole, tu vois? Les clubs libertins, je ne comprends pas l'existence de ce truc. Des clubs libertins? Genre, qui va? Enfin, c'est quoi leur économie? C'est tu une vois? communauté en quelque sorte. C'est des gens qui sont. C'est Eris Galerie, en fait. C'est les mêmes. Comment ça fonctionne? Le fait qu'il y ait des gens libertins, ça d'accord. Oui. Mais le fait qu'il y ait des espèces de commerce / lieux vraiment alloués à ça, ça m'intrigue, tu vois. Je me dis, dans la mesure où les bordels sont interdits, peut-être que je suis hyper réac en disant ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est parce que les gens ils payent pour rentrer, ils payent pour boire, c'est genre une boîte de nuit où tu baises, quoi. Genre, Oui, voilà, les gens aiment baiser et ils veulent un lieu pour ça. Club libertin. Les gens aiment danser, ils veulent aller danser, ils vont dans un truc dansant. Ouais, je pense que c'est plus une sorte de lieu de rencontre. Aussi, ouais. C'est un réseau. Tu ouais. vas dans un club, t'as pas besoin de chercher des partenaires sur je sais pas quel site, machin, pour trouver Ouais. quelqu'un qui accepte tes pratiques. T'y vas, tout le monde partage le même kiff autour de bons tapas. Moi, je serais trop gêné, je pense. Je pourrais pas. Et là, je mets le sexe dans le truc. Ouais, genre, je serais un peu tout timide, tu vois, je serais un peu comme ça en mode. Mais il faut oser, Et mec, le- en fait. Il faut oser, faut se lancer. Le mec, il arrive, je vais vous baiser. Technique de jeu marseillaise de naissance, je consiste à jouer au poste de défenseur central comme si on avait une main plus chauve que celle détenue. Très utilisé dans de nombreux jeux de football internationaux, dont principalement le poker, je me suis depuis orienté vers des petits rôles au casino, en série et au théâtre. Malheureusement pour les nouvelles générations, j'ai plus fait tapis sur vendezvotrecanflush.fr. Ah, j'ai. Franck Le Bluff. C'est Franck Lebleuf. Ah bien. Je suis trop fort pour ça, mais bon. J'avais le bœuf, mais je. Ouais.
Bah, poker, moi, c'est les mots-clés poker. En fait, faut entendre que les mots-clés. Celui-là peut être un banger ou une catastrophe. je vous annonce. Alors que là, c'est super. Alors que jusqu'avant, c'était vraiment, on était. Je vois Bastien se décomposer. En fait, je pense que là, t'es juste très concentré, non, si je te connais bien. Je suis concentré. J'essaye à chaque fois de déterminer les deux. Sauf que vu que ça veut rien dire, c'est un peu complexe, mais T'as besoin de on y sens, arrive. toi. Ah, toujours. Viral et sauvage, je suis une chaîne montagneuse de mèmes du sud-est du Massif central. Ayant émergé en 2025 sur TikTok et Instagram, j'ai été crié en faisant un geste de la Lozère au Gard, ainsi qu'à l'Ardèche, avec les pommes vers le haut. Alès étant ma ville principale, je suis devenu mondialement adopté par la génération alpha. Après, je sais même pas si tu connais ça. Il y a un truc avec le 6-7. Ah, Tu connais? On fait venir des gens jeunes la prochaine fois. Pas des vieux ah croulants. si, c'est les mecs qui font ça. C'est ça. Sans raison. Ouais, ils font 6-7. Donc il y a un truc avec ça. Ouais, et c'est justement la deuxième partie qui va peut-être gâcher cette question, mais... C'est Pyrénées, du coup. Non. Quoi? Viral et sauvage, je suis une chaîne montagneuse de mèmes du sud-est du Massif central. Ayant émergé en 2025 sur TikTok et Instagram, j'ai été crié en faisant un geste de la Lozère au Gard, ainsi qu'à l'Ardèche, avec les pommes vers le haut. Je suis éteint en géographie, de quoi tu me parles? Je sais que c'est ça le problème, c'est que si vous n'êtes pas chaud en géographie, ça peut... Mais bon, je vais vous dire la réponse au pire. Alès étant ma ville principale, je suis devenu mondialement adopté par la génération alpha. C'est le Mont Ventoux? Non, c'est une chaîne montagneuse, une zone naturelle qui porte un nom et qui fait un jeu de mots que j'ai... Avec 6-7. Avec 6-7. Cerven? Seven? 6-7? C'est 6-7. Ah, oh, bien ouais. Je sais pas où c'est, je sais pas ce que c'est. Les 7, bah, c'est Ouais, non, mais c'est c'est vers ça. l'Ardèche. 6-7, ok. 6-7. Bien ouais. Pas mal, j'aime bien. Bah, je trouve le jeu de Je mots... savais qu'on allait parler du 6-7. Bastien, il passe le pire moment de sa vie. Non, Il préfère être avec les vendeurs du Colisée, là, que avec nous. C'est pour ça qu'il depuis tout à l'heure il me fixe sans rien dire, tu vois. Ouais, Tu sais, le mec Zlatan. il adapte la... Le Zlatan Way of Life. Le jeu est stylé. Mais il fait pas la déconnaissance que je n'ai pas. Ah, c'est genre, t'as pas les capacités cognitives pour... Clairement, j'ai un QI faible, moi. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Je trouve qu'on a un peu tous des secteurs où on est bon sur ça. Par exemple, moi, ça, je suis fort en jeu de mots, mais je suis nul en... Je sais pas, je suis fort en tout. Non, mais il y a des trucs que j'arrive pas Ouais. à faire, quoi. J'ai pas d'exemple. Non, par contre, le concept, j'ai jamais vu ça et c'est intéressant. En vrai, j'ai jamais entendu un jeu comme ça. Je crois que je l'ai volé au podcast, mais C'est nous. je sais plus d'où C'est il- nous, non, c'est nous. Ah, c'est nous, pardon, ok, c'est Ah, nous. bah, C'est non, 100% En nous. vrai, c'est stylé. Pathologie d'émissions télé d'extrême droite, je participe à la banalisation des idées du rectum distendu, notamment celui d'Éric Zemmour. Fils de pute de premier ordre, j'induis une difficulté à contrôler les défécations pouvant aller jusqu'à des controverses anales. Faisant sortir le Bolloré par l'anus, Ouais, voilà. je suis extrêmement douloureux pour les médias, notamment Ah, parce que j'ai- je nie le réchauffement climatique. C'est pas Eric Zemmouride? Non, la réponse n'est pas dans la question. Ok. Pathologie... Pascal Prout. Non, mais oui. Mais c'est avec CNews, de sûr. Pathologie d'émissions télé d'extrême droite, je participe à la banalisation des idées du rectum distendu, notamment celui d'Éric Zemmour. C'est Bouze et il aurait été nul. Non, pathologie d'émissions télé, je participe à la banalisation des idées du rectum distendu, notamment celui d'Éric Zemmour. Fils de pute de premier ordre, j'induis une difficulté à contrôler les défécations, pouvant aller jusqu'à des controverses anales. Faisant sortir le Bolloré par l'anus, je suis extrêmement douloureux pour les médias, notamment parce que je nie le réchauffement climatique. C'est Pascal Pro. Ouais. Il vous manque... En vrai, je dis... je vous dis- Ah, c'est bon, j'ai. Ouais. Pascal Prolapsus. C'est Pascal pour lapsus. Wow. Bastien vomit tellement. J'ai l'impression d'être dans des chiffres et des lettres. Tu sais. Tu regardes une émission, tu bites rien, mais c'est stylé. Toi, t'es là. Vas-y, donne-moi plus, je comprends rien. Il s'étouffe, quoi. Non, en plus, ce qui me fume, c'est que vraiment, c'est comme dans des chiffres et des lettres. Genre, au bout de 15 secondes, il trouve vite. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Mm. Ouais, c'est moi, je suis là, waouh, ok. Je pensais pas que Pascal pour lapsus serait comparé à des chiffres et des lettres. Mais... Est-ce qu'on a buzzé, mec? On continue, c'est parti. C'est parti. Journaliste, présentateur télé et mascotte, je suis d'origine franco-grecque. Avec ma bouche en hamburger et mes cheveux bruns en frites, j'ai animé The Voice et la Star Academy depuis 2022. Figure un peu culte de la télé française, je suis associé au menu enfant des fast-food quick. Alors, non seulement ton jeu, c'est une catastrophe, mais en plus, celui-là, tu l'as déjà fait, je le connais. Ah, j'espérais que tu t'en rappelles plus, mais monsieur grande mémoire. Et sache que j'y ai pensé dans la semaine. C'est vrai? Oui? Et je l'avais fait à l'ancienne, j'avais fait une soirée jeu avec des potes et j'avais fait ce jeu-là. C'est quoi, c'est Quickos Alagas? C'est ça, Oui, c'est oui, il a 100% ça, trouvé, il a trouvé. Le meilleur. J'y ai pensé dans la semaine. Parce qu'en fait, je me suis dit, le jeu de mots il me fait tellement rire, c'est trop con de pas le mettre dans le podcast. Et j'ai misé sur le fait que je me dis, bon, c'était quoi, il y a quand même 4 ans?
Mais mec, c'est mon empire romain, j'y pense tous les jours. Et puis j'ai une bonne mémoire, enfin. Oui, je me suis dit sur un malentendu, Edwin s'en rappelle plus. Mais... Moi, ça et John Synagogue. Mais lui, je sais que comme c'est aussi ton empire romain, je savais que John Synagogue, tu l'aurais. Bon, Quico Saliaga, c'est passé. Mais Bastien l'a eu, donc je suis content, c'est une victoire. Ouais, c'est 1 point pour moi. Ça fait plaisir. Tu repars avec une collection de dictionnaires. Je repars avec le plaisir de me dire j'ai au moins eu 1 point dans ce jeu. Bon, j'ai pas été totalement éteint. Non, t'as trouvé Carla Bruni. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle répondait des fois aux reels sur son mari. Ah ouais? En gros, ils avaient mis un extrait de complément d'enquête où ils parlaient de la rivalité entre De Villepin et Sarkozy avant qu'il soit président, en expliquant que voilà, Sarkozy il est petit, un peu trapu, machin, et Villepin est grand, élégant et tout, et sportif. Et vraiment, elle a répondu en mode ça va, complément d'enquête, de faire du body shaming? Oh putain. Bah, moi j'ai fait putain, elle répond quoi. Avec son compte à elle, genre. Ah oui, genre écrit, Ouais. ok. Parce que j'étais vraiment en face cam, en mode clash, tu vois, en mode écoutez, complément d'enquête, je vous baise. Non, vraiment, elle avait laissé un com quoi. C'est vraiment, elle est là, elle fait j'aime pas comment vous parlez de mon mari. Elle a l'air très amoureuse, par contre, c'est mignon. Trop mignon. Citez une chanson de Carla Bruni. Les petits papiers. C'est faux, je l'ai inventé. Ah, putain, bien joué, j'y ai cru. Hein. C'est pas un film ça? Ah non, c'est les petits C'est mouchoirs. les petits mouchoirs, mais ouais, j'ai La version porno, trop bien. Oh putain. les grands sopalins. Les grands. J'ai pas de musique de Carla Bruni. Pourtant, elle en a fait quand même 2-3 qui sont connus, je crois. Hein. En vrai, ça m'a fait un peu chier parce que je me suis dit, c'est chiant de la présenter comme la femme de Sarko, mais en vrai, franchement, moi, Carla Bruni dans ma tête, Bah oui, bien c'est sûr. la femme de Sarko, quoi. Le Personne Sarkman. dit de Sarko, c'est le mari de Carla Bruni. Ouais, ah oui, c'est le mari de la chanteuse, là, qui fait les petits papiers, ouais. Ok. Objet américain des années 2000, j'ai été découvert par Eminem dans une penderie. Fait pour suspendre un ou plusieurs Grammy Awards pour éviter qu'ils ne se froissent, on m'a tiré dessus 9 fois avant que ma carrière ne s'accroche à une barre métallique. Porte-manteau mobile, mes vêtements les plus connus sont In Da Club et Candy Shop. On a... Je l'ai. Il est catastrophique celui-là. C'est pas c'est un de ceux dont je suis le plus fier. Vas-y, connard. 50 Cent. C'est 50 Cent. Putain. Ah, il est pas mal celui-là. Faut savoir que je teste à chaque fois les jeux sur ma meuf, ma mère ou mon frère. Et ma meuf m'a dit, celui-là est catastrophique. Elle m'a vraiment... Et je l'ai laissé. Et la preuve que j'ai eu raison. C'est mon préféré. Ah, moi, c'est Quico Aliagas. Je pense que je pourrais me le faire tatouer, tu vois, Quico Aliagas. Avec genre en image, genre Non, juste le mot. que ça liagas. En morse, tu vois, comme ça, les gens ils me demandent, je fais, ouais, c'est Quico Aliagas. Petit d'un mammifère, chanteur et musicien domestique omnivore, je suis reconnaissable à ma voix grave et douce, ainsi qu'à mes longs cheveux de surfeur. Entre pop et chansons françaises, ma viande est la plus consommée dans le monde. Proche du sanglier, je suis l'animal derrière Paris-Séchelles, Le Lac et Coco Caline. Mais tu nous as fait un choc mental, en fait. Un peu, ouais. Ouais. Alors, le chanteur déjà, je l'ai en tête, mais... Il vous manque l'autre mot, c'est le plus dur. Petit, très important, petit d'un mammifère, chanteur et musicien domestique omnivore, je suis reconnaissable à ma voix grave et douce, ainsi qu'à mes longs cheveux de surfeur. C'est un mot que t'as déjà dit. C'est un peu comme gros porc. Ah, t'as la réponse, toi? Ouais, je l'ai. Ah, tu fais genre le mec poli, tu laisses inviter, ok. Non, parce que je sais que c'est son mot. Il le dit des fois. Ah merde. J'ai oublié le nom du chanteur. C'est Julien Doré, le chanteur. Julien Goré. C'est Oui, génial. voilà. C'est des fois, tu le dis, on est d'accord que tu le dis. Gigantesque Oui, Goré, ouais. gigantesque goré. N'hésite pas à te la régaler, gigantesque goré, une fois, il m'a dit. Bon porc. Ouais, bien sûr. Voilà, Julien le gigantesque goré. Pas mal, pas mal. J'ai l'impression de bien l'imiter, parce que tout le monde me dit que non. Vas-y. J'ai fait juste sur la plage. Non mais là, parce que là j'imite Julien Goré, pas Julien Doré en fait. T'as des imitations, toi, ou pas? Ah, c'était Julien Drogué, là. Des imitations... Ah, attends, la vache, mec, tu l'as trop bien, la vache. La vache, ouais. Mmh. Ouais. Une boîte à meux sur mes Alors yeux. ça, c'est des décennies et des générations entières de bergers avant moi Mais qui... il y a la petite vibration. Refais-le bien dans le micro, s'il te plaît. Je suis au salon de l'agriculture, les gars. Bien sûr. Oh, ça fait du bien. En jeu de mots que tu pourrais te plaire, mais je pourrais pas faire la définition. Édouard Bébar. Édouard Baird, je sais pas. Édouard Bébar. Non? Allez, tu me couperas ça. Ouais. J'ai ni le premier mot ni le deuxième. Mais c'est un mot qui dit tout le temps Bébar, je sais pas d'où ça vient. Beau bébar, le mot exact. Bébar. Beau bébar. Mais qu'est-ce qu'un bébar? Dis-nous tout. Alors, un bébar seul n'existe pas déjà. C'est un beau bébar. Il faut forcément que le bébar soit beau. Ah, je savais pas ça. Beau bébar, c'est Et c'est en un seul mot ou c'est un beau, joli? un beau bébar. Il y a forcément l'adjectif en fait. Ok. Voilà, c'est un beau bébar. Un beau bébar. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il a dit ça à quelqu'un, il avait une gueule pas possible. Hein. Le beau bébar. Notamment à moi, il me l'a dit. Donc, En général. Non, toi, t'es pas un... S'il était allé à Irun, par exemple, il aurait dit à Irun. Il aurait Oh dit- putain, il Un beau bébar, en général, c'est quelqu'un qui est fort en pomme un peu, qui a une belle On est petite sur du gueule, gros sofa. avec un caractère un peu particulier. C'est un gros porc, c'est un beau bébar. Voilà, tout simplement. Mais c'est très affectueux. Voilà, c'est très affectueux, beau bébar. Un beau bébar. Ok. J'aime beaucoup. C'est le dernier, je vous le libère après ça. Ancienne professeure de théâtre à utiliser en cas d'urgence,
Je suis l'épouse du président des dispositifs de sécurité courants. Présente dans les véhicules pour faciliter la preuve que je ne suis pas transgenre né homme, j'ai eu un certain attrait pour un garçon mineur. Ayant évacué urgemment des militantes féministes de Salcone, je comporte une poignée et une pointe métallique acérée. Il est un peu affable le jeu de mots, mais... Ouais, le jeu de mots, ouais. Mais j'aime bien l'idée. Par contre, tu peux arrêter de réduire les femmes de présidente à leur pareil, en femme de fait, présidente, c'est pour qu'elle a bruni, mais j'ai pas voulu spoil, mais voilà. Ancienne professeure de théâtre à utiliser en cas d'urgence, je suis l'épouse du président des dispositifs de sécurité courants. Présente dans les véhicules pour faciliter la preuve que je ne suis pas transgenre né homme, j'ai eu un certain attrait pour un garçon mineur. Ayant évacué urgemment des militantes féministes de Salcone, je comporte une poignée et une pointe métallique acérée. J'ai la première partie, mais alors la deuxième... Là, c'est le pire, c'est... Tu sais, les trucs dans les bus. C'est un petit outil dans les bus, avec une pointe métallique. à utiliser en cas d'urgence. Mon rêve Ah d'en oui, utiliser. c'est le brise machin. Ouais, Ouais, brise, je peux le dire. vas-y. C'est brise-vitre Macron. Je suis désolé, j'ai gâché l'anniversaire. Je préfère le Noël sous Maître Gims, je pense que ce moment. Brise vitre. Ouais, celui-là, je l'ai laissé à la fin parce que vraiment, c'est le beau bébard de mon jeu, quoi. Non, ça marche pas. Non, il faut qu'il y ait un visuel, j'imagine, sur le beau bébard. Pour moi, j'imagine un peu un chou-fin quand tu dis ça. Un quoi? Un chou-fin, je t'en ai parlé. C'est genre, tu sais, les gros nounours, les mecs qui écoutent du métal, qui aiment les jeux de rôle. Comme Camelot. D'ailleurs, t'es un peu Ah bah chou-fin, oui, toi. bien sûr. Des beaux bébars. Moi-même, je suis un beau bébard. Un bon vivant, quelqu'un qui a de l'autodérision, qui est cool. De base, c'est Un un peu beau bébard. babaco. Genre, Carlos aurait été un beau bébard. Oui, Carlos, c'est un beau bébard. C'est quoi la limite du beau bébard? Par exemple, comment il s'appelle l'humoriste Du donné? qui fait des blagues de cul H24 là? Artus. Bah, Artus est un beau bébard. Oui, par contre. Ah oui, il l'empêche. Truc à l'ancienne là, il est boycotté maintenant. Il faisait que des blagues. Bigard. Ah, Bigard, putain. Voilà. Ah, Bigard, c'est un beau bébard aussi. J'aime beaucoup, ça a une bonne saveur en bouche, un beau bébard, Ouais, tu ouais. vois. C'est... Ça sonne bien. Et toi, tu me fais rire, c'est quand sur les confs du taf, il dit vraiment genre gros porc aux gens, quoi. Forme de management toxique, quoi. Ah, j'aime bien, ça détend l'atmosphère. Ça rend le truc un peu plus cool, un peu plus soft. Parenthèse, j'ai pensé à un truc, un peu petit hasard du quotidien, Tout le temps, tu penses à des trucs, en fait. rien que je gamberge. Je dirais que c'est un gamberge, tu sais. Je parlais avec une pote, et bébard. d'un des pires tatouages que j'ai vu de ma vie, c'est une meuf qui avait sur le mollet, mais je crois que c'est à toi que j'en ai parlé, non? Si, oui, tu m'en as parlé. Bah ouais, c'est ça. Et Crache le morceau, bon Dieu. une meuf qui avait en gros sur tout en le mollet en écriture calligraphique Alain pour le nom de son père. Ok. Et je crois t'avoir dit, mais du coup c'est à toi que je t'ai dit, tu crois qu'il y a des gens qui se font tatouer leur propre nom? Et c'est moi qui t'ai dit que je connaissais un mec. Le gars s'est fait tatouer Monsieur bonne mémoire. Hein. son prénom, là, sur tout l'avant-bras. Aurélien! Mais son propre... Son propre prénom. Je croyais que c'était le processus inverse, donc j'avais le souvenir mais pas dans le bon ordre. Déjà, les gourmettes, tu sais, je trouve ça un peu... Quand Ouais. t'es jeune, ok. Mais c'est bon, tu sais comment tu t'appelles, t'as pas besoin... Ouais, moi, c'est plus pour le côté objet, c'est à moi, tu vois. Voilà, ça d'accord. Que mon bras, oui, c'est mon avant-bras, les gars. Enfin, c'est débile. Ça fait un peu pense-bête. Bah, c'est le mec qui est dans Memento, quoi. Attends, c'est je l'écris vraiment... comment? Ah oui, Aurélien. Tu t'appelles comment? Tu sais, ça fait extrêmement beauf, tu vois. Tu t'appelles comment? Mais c'est surtout... Tout est bizarre, en fait. C'est quoi l'intention derrière? C'est... Moi, je trouve ça ridicule. Aurélien dans une calligraphie. Non, ça, tu sais, c'est qui- exceptionnel. C'était même pas un truc que je pouvais concevoir, je pense. Que Mais quelqu'un se fasse t'imagines le tatouer. tatoueur? C'est qui Aurélien? C'est un proche, j'ai peut-être perdu. Non, c'est moi. Ah, c'est moi. Il a dû se dire, bon, ok, je suis tombé sur un cramé, vas-y, c'est pas grave. Je fais ton truc, je prends 300 €. Les produits, ils ont bien un numéro de série. Ah bah voilà. C'est mon numéro de série. Tu sais, on a dû lui dire, ouais, les tatouages, c'est personnel, c'est quelque chose qui te représente. Ouais, mais mon prénom. Mais le niveau de narcissisme, quoi. C'est comme si le mec sur son pec, il avait son visage tatoué. Non, mais je pense pas qu'il était pas narcissique, il était juste extrêmement. Juste très bête. Ça va de pair en général. Hein. Non, parce que t'as des gens intelligents qui sont du coup se font mousser tout seuls. Ouais, moi, quoi. Toi, tu te fais mousser, mais t'es pas forcément intelligent, quoi. C'était la deuxième partie de ma blague. Je comptais aller là-dessus. Je t'ai niqué, mec. Bien joué. Non, mais on est connectés. Coupez l'herbe sous le levier, mon pauvre. Galoche-moi. Lèche-moi. Galoche-moi. Ah, oh, c'est un peu pareil. Gros porc. Gros bébard. Ah, ça me régale, ça. J'aime les situations absurdes. Après ça, j'ai coupé l'enregistrement et on a parlé de déhydrater. Donc, sans transition, écoutons ce beau bébard de Bastien qui parle du moment où la personne ressemble pas du tout à ses photos. Rendez-vous, donc date avec une nana, Ouais. elle arrive, ou vous arrivez, et vous dites, oh mon dieu, c'est pas possible. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes la team, je fais demi-tour? Ou la team, non, j'assume, je vais jusqu'au bout Ah, moi jusqu'au bout, par Oui, respect moi, pour par la respect, personne. c'est quoi. ça. Par contre, je pense si je fais un date et que la personne est horrible humainement, je peux oui, dire ça, je oui. vais pisser et jamais revenir. Et c'est un peu mon rêve que ça arrive, mais les humains sont trop bons malheureusement. En fait, il y a déjà le cap, parce que souvent du coup c'est quelqu'un que tu connais pas dans la vraie vie, donc c'est sur les applis. Passer de l'appli jusqu'au date, ça s'est pas fait tout le temps quoi, c'est rare quoi. Et j'ai eu de la chance. Moi j'avais eu un date, premier date Tinder que j'ai eu, la meuf, la photo était floue.
Donc c'était la roulette russe aussi, quoi. Et du coup, quand je suis arrivé, très bien, donc j'ai fait bon, bah voilà, bénef, quoi. Et puis, est-ce que ça peut, tu penses, faire l'inverse? C'est-à-dire que la personne, au premier abord, tu dis, bon, physiquement, il n'y a pas l'étincelle, mais en discutant, tu dis, putain, Oui, tu sais, le il charme. y a des gens qui ont tellement un charisme de fou, ou qui sont tellement intéressants, qu'en fait, tu dis, putain, en fait, je pourrais la trancher, ouais. Bah, moi, je me rappelle que j'avais rencontré une fille que je la trouvais pas très jolie, tout respect. Et en fait, elle était tarpin drôle, quoi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à la trouver belle et après, je suis sorti avec et tout. Et j'ai eu ce truc, du coup, de me dire, ah, mais c'est comme ça que les gens me voient, en fait. Et est-ce que c'est pas plus sain une relation comme ça? Parce que, enfin, je sais pas, parce que là, ça veut dire que vraiment, tu l'as trouvée belle parce elle te faisait rire, tu vois. Donc il y a un truc de même. J'ai déjà eu l'inverse aussi. Comment ça? Une fille que j'ai rencontrée qui était très belle, mais odieuse. Ok. Et du coup, après, je la trouvais moche. Comme quoi, en fait, l'effet de halo en psychologie. J'ai une licence. Question perso. Je pense qu'on en avait déjà un peu parlé tous les deux, mais Lucas, je ne sais pas du tout. Donc après, ce sera pour tout le monde, quoi, évidemment. C'est quoi le truc dont vous êtes le plus fier? Waouh. Bon, moi, c'est facile, hein. Ouais. Ma fille. Excuse-nous. Monsieur a baisé, voilà. Pardon. Quel âge, du coup? Quel âge? Comment ça? Dis-nous tout. Alors, elle a 1 an et... Prénom, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Lucie. Lucille. Lucille? Non, pas Lucie, Lucie. Ah, Lucie. Je sais, c'était un La bluff. lumière. Très belle Elle base de a prénom. 15 mois maintenant. Et voilà, c'est la merveille de ma vie. Que veux dire, elle a changé C'est ma le vie. premier truc que tu m'as montré, je crois. Ouais. Regarde comme j'ai de la chance. Tu m'as dit mot pour mot. Ouais. Bah, c'est mon fond d'écran. Voilà, il y a ma femme, ma fille, il y a mon chien aussi. Winston? Non, comment il s'appelle? Non, pas du tout. Il s'appelle. Ouais, c'est non, Winston sans S. Paquet de 30. Ouais, il C'est s'appelle Watson. Watson, ouais. Vraiment, le French Stream, c'est magnifique, famille magnifique. Ouais, quand t'as ça, t'as tout. Hein. Ouais, ça c'est beau. Et en fait, quand il m'a dit ça, vraiment, il y a eu tellement une beauté dans la simplicité que ça m'a mis du baume au cœur. Donc, du coup, le truc dont on est le plus fier, bah, du coup, Bastien a répondu et j'aurais pas mieux. Moi, je dirais, c'est plus immatériel, quoi. Je suis assez fier m'écouter, d'arriver à m'écouter dans la vie. C'est-à-dire là, en ce moment, pour te faire un peu le portrait, je suis allé dans des études d'ingénierie. Ok. Ça me plaisait pas du tout. Je me suis écouté, je me suis cassé. Et je suis allé dans des études dans le cinéma. Je suis allé là, j'ai fini, j'ai un master. Je suis allé sur des tournages, faire des stages pour bosser là-dedans. Et Ok. ça me plaisait et tout. Sauf qu'en fait, là, justement, j'aspire à ton paradis. C'est-à-dire que là, avec ma meuf, on a envie de s'installer. J'ai envie de stabilité. Ce qui n'est pas trop le cas de l'intermittence et du fait de bosser sur les plateaux de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis arrivé à m'écouter. C'est-à-dire que là, j'ai quand même passé 5 ans. J'ai un diplôme. Tout me tend vers ce truc-là. Tout va vers ce truc-là. Et je suis assez fier d'arriver à me dire quand même, non, tu vois. Même si oui, ça fait du temps gâché, ça fait 2 fois que je me foire et tout, mais de m'écouter en me disant, non, c'est pas là que j'ai envie d'aller, je préfère aller là-bas. Et même si c'est peut-être pas pour le mieux, hein, parce qu'au final, là... Mais je vois, tu dis, je suis dans le French Dream, ça y est. Ouais, surtout parce que là, je suis retombé sur un job vraiment alimentaire qui me plaît beaucoup moins que quand je suis sur un plateau de cinéma, mais tous les à côté font que y a pas la recherche constante d'emploi, il y a la stabilité. Le plateau de cinéma, une fois que je suis dessus, je me régale. Mais tout l'avant de chercher, de réseauter, ça me plaît pas du tout. Tu vois, tu parles à des gens, tu sais que c'est pas tes potes. Le fait que ça soit un milieu qui d'une année sur l'autre, là par exemple en 2026 dans le cinéma, c'est genre la pire année depuis le Covid. Ah ouais, ok. Bah, dans les épisodes d'avant, je parlais oui cinéma pas cinéma. Là officiellement, je peux dire que j'en fais plus et que j'ai pas prévu d'en refaire parce que voilà, et je suis dans un job alimentaire qui est beaucoup moins, qui m'élève beaucoup moins, on va dire dans ce que j'aime. Mais à côté de ça, ça me permet de la stabilité, de pouvoir me projeter avec ma meuf, pouvoir envisager un truc où Tu peux t'élever ailleurs. j'ai une rentrée. Voilà, c'est ça. Et même, voilà, à côté de ça, je fais le podcast, je continue quand même de toucher à du créatif et j'essaie, justement, je veux pas, c'est ce qui me fait le plus peur. J'ai pas envie de devenir ce gars, tu vois, j'ai pas envie de perdre le côté, je fais des choses à côté, j'ai des projets. Le taf que je fais, même si c'est pas la folie, moi, il me dérange pas. Il y a des journées plus dures que d'autres, mais ça me dérange pas. Et moi, je me focus sur les trucs à côté. Donc peut-être que je suis un minable aussi, tu vois, je sais pas. Hein, tu vois, non, mais vraiment. Moi, je trouve que c'est ce truc d'ailleurs que j'admire chez toi, le truc où tu t'écoutes. Genre vraiment, quand t'as un truc, t'as pas envie de le faire, tu le dis. Ouais. Et y a pas de. Sauf que ça s'arrête là. Sauf quoi. quand on me propose du saucisson et. Et j'allais y venir. Mais c'était la blague que je Désolé, comptais je pas, t'ai désamorcé toute blague. mais parce qu'on est en symbiose. Après, parce que tu lances des blagues avec des phares, des appels de phare pas possible. Mais... Je te complimente, tu me chies à la gueule. C'est vrai, putain, c'est vrai, je suis un peu Connard de un merde. Mais je me suis écouté. Mais après, t'as aussi fait plein de trucs qui là te servent en soi, tu vois. Genre tout ce que t'as vu en audiovisuel, c'est ça pour le podcast. Bah ouais, rien que le logiciel que j'utilise, je l'ai découvert. C'est des outils de kiff. J'aime à me dire que les études que j'ai fait m'ont permis d'avoir une certaine vision, une certaine... tu vois, j'ai gagné des trucs humainement, même si, même en connaissance et tout. C'est juste que là, ce qui est dommage, c'est que j'ai fait toute une formation pour être dans un domaine très précis, un métier très précis, et que je le fais plus du tout. Donc c'est dommage, c'est un peu des connaissances gâchées, c'est-à-dire que... C'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. Ma fierté, ce serait ce que les gens ont beau dire, tu vois, le côté, ce que ça renvoie, tout ça. M'écouter, quoi, être dans le truc d'oser y aller, un peu, entre guillemets, sur des trucs plus globaux de vie où je trouve ça, à chaque fois ça me fait peur, tu vois, de dire j'arrête ça pour faire un totalement autre chose et je repars à zéro. Parce que là, je me dis presque, putain, j'ai quand même passé 7 ans post-bac
pour au final faire un truc que j'aurais pu faire direct après le bac, tu vois. En soi. Oui, mais ça, c'est les faux speedruns, ça. En fait, je le fais en m'écoutant, et je pense que parce que je m'écoute, c'est pas le genre de truc où, à 50 ans, 40 ans, je vais me dire putain, qu'est-ce que j'ai foutu et tout. Tu vois, je pense que justement, c'est le coup de m'être écouté qui fera que plus tard, je regretterai pas d'avoir changé, quoi. Donc, tu seras moins exigeant envers toi-même, donc tout est bouclé. Moins exigeant? Je sais pas, j'essaie de faire des ponts avec tout ce qu'on a dit avant. Non, mais en vrai, ça va avec le côté d'y aller, d'oser. Moi, je trouve ça... C'est le top. C'est le top parce que... Et ça, je remarque que chez nos générations, c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de nos parents, nos grands-parents, pour nos grands-parents qui ont connu l'après-guerre, etc., il y avait à l'époque un management très militarisé, c'était la norme. Et donc, ça donnait des gens qui, entre guillemets, fais et tais-toi, pour eux, c'était OK. Alors que nous, nos générations, on est beaucoup plus en quête de sens. On veut donner du sens à nos vies. On est beaucoup moins carriériste que les générations précédentes. C'est le truc de la Gen Z, ouais, où en fait, nous, on est plus sur la vie perso et on enrichit ça par le pro. Je pense que c'est parce que la direction que prend le monde, c'est que de toute façon, la retraite, c'est tellement abstrait qu'on n'imagine même pas avoir la retraite. Donc je pense que on se dit pas, je vais bosser et après, j'aurai des sous, j'aurai un appart, j'aurai ci. C'est maintenant, là, actuellement, je veux profiter comme je veux et faire ça. Peut-être ces gamins, mais je pense pas. Et au contraire, on est des générations où ça nous fait pas peur de quitter un CDI, ça nous fait pas peur de se barrer, de chercher autre chose et de s'écouter, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a aussi la notion de santé mentale qui aujourd'hui est au premier plan. Et tant mieux. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était complètement foutu sous le tapis. Personne disait qu'elle était en dépression, c'était mal vu. Je me ruine la santé mentale, la santé mentale, c'était vraiment secondaire, truc, c'était un tabou. Et aujourd'hui, notre génération, elle est beaucoup plus axée là-dessus, parce que maintenant c'est popularisé, etc. Et moi, ce que je trouve hyper bien dans nos générations, et a fortiori chez les gens comme toi, qui prennent des décisions qui peuvent paraître pour contre-intuitif, voilà ça, c'est de se dire, voilà, ma vie, c'est pas mon travail. Ma vie, c'est tout un groupuscule de plein d'éléments. J'ai ma vie privée, j'ai ma copine, j'ai mon podcast, j'ai, je sais pas, mon sport, mon truc, mes passions. Et de prendre une décision qui va dans le sens de, voilà, quelle décision fera que je me sentirai épanoui. Et pas quelle décision va faire que j'aurai mon petit confort, ma petite sécurité de j'ai un CDI, je gagne 200 € de plus, nanana. Moi, à nouveau, je trouve que c'est courageux, c'est bien. Pour paraphraser ce que tu disais, moi je suis convaincu que c'est pas le genre de choses que tu regretteras. Si ça répond vraiment à ce qui t'anime au fond de toi et que tu sens que c'est la bonne chose à faire, il faut le faire. Ça, c'est intéressant. Tu dis, le boulot, c'est pas ta vie. Mais tu passes quand même une bonne quantité de tes semaines. Je veux dire, il y a 80% de la semaine, je suis au boulot, tu vois. Donc, il y a aussi, ça peut impacter. Si ton taf te fatigue, tu profites moins des moments. Il y a une anecdote sur ça moi, ça m'avait brisé le cœur, quoi. C'était quand j'ai fait Compostelle, j'ai rencontré du coup un retraité qui faisait Compostelle, qui adorait marcher et tout, qui vivait seul. Genre, il n'était pas marié, pas d'enfant. Et en fait, il m'a raconté qu'il était avec une femme. Et à cause du boulot, ça a plus marché entre eux, quoi. Et je me dis, putain, c'est chaud, quoi. En fait, moi, ce qui m'a aidé, t'aidera peut-être. Enfin, je souhaite pas que tu le vives, mais j'espère que mon vécu te permettra de Donne-moi des conseils, c'est Maître Bastien. Moi, j'ai priorisé ma carrière de mes 20 à 27, 28 ans. Enfin, j'en ai 32. C'est-à-dire que j'ai tout donné pour ma carrière. Et ça a marché. Je suis monté, je suis rentré stagiaire, j'ai fini directeur commercial, machin. J'ai tout sacrifié. J'avais pas de vie privée. Je sacrifiais mon temps avec ma famille, sacrifiais mon temps avec ma copine. Et je me sacrifiais moi, en fait. J'ai tout donné pour ma carrière. Parce que j'avais le schéma un peu à l'ancienne de tu te tues au travail, tu récupères, t'investis, nanani. Bon, tout ça m'a amené au burn-out. J'ai fait un burn-out, mais un sale burn-out. Donc ça a duré en tout... Enfin, ça a commencé par les troubles anxieux qui ont évolué, burn-out, et à la fin, au pic, j'étais agoraphobe au plus haut niveau. Ça veut dire que pendant 1 an, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Genre, du coup, peur dès qu'il y a du monde. T'imagines, j'arrive même pas à t'imaginer comme ça, tellement que t'es sociable et tout, quoi. Mais j'étais plus moi-même, et j'étais persuadé que j'allais mourir. Donc, en plus, parano, enfin, la totale. J'arrivais plus à sortir de chez moi, c'est-à-dire que c'est agoraphobe, on pense que c'est juste peur des foules, etc. Ouais, moi j'ai ça. En fait, c'est la peur de sortir d'une forme de zone de confort. En fait, tu te sens en sécurité. Bon, après, moi, je suis un cas un peu extrême. Mais tu te sens pas en sécurité. Enfin, moi, c'était mon cas hors de chez moi. C'est-à-dire que je sors de chez moi. En bas de chez moi, je balade mon chien sur 30 mètres. Je vivais l'enfer. Crise d'angoisse, palpitations. L'enfer. Et le fait d'avoir tout perdu, d'une certaine manière, parce que quand tu en es au point de plus pouvoir sortir de chez toi, t'as tout perdu, ça y est, c'est fini, ta vie sociale n'existe plus, la vie professionnelle n'existe plus, c'est toi et toi-même. Et dans ce marasme, à un moment donné, j'ai eu une forme de déclic. En fait, je me suis rendu compte, si tu veux, quand t'as tout perdu et qu'en plus tu penses que tu vas crever, parce que j'étais
Je faisais des crises de palpitations, des machins. Chondriaque et tout. J'étais persuadé que j'allais mourir, mais vraiment, j'y croyais dur comme fer. Alors ça va arriver tôt ou tard, désolé de te spoiler, mais... De manière très prématurée chez moi, sur mon canapé. Quoi, Oui, de mort prochaine, quoi, imminente. T'avais un sentiment bizarre. Exactement. En fait, quand tu as tout perdu comme ça, au bout d'un moment, te vient... d'un coup, c'est comme si tu enlevais tes lunettes avec lesquelles tu filtrais la vie. Et d'un coup, t'apparaît tout ce qui est vraiment important. Et tout ce qui ne l'est pas. Et d'un coup, je dis, mais en fait, la carrière, on s'en bat les couilles. C'est pas important. L'image que les gens ont de moi. Tu vois, là, j'ai l'impression que je vais mourir. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ouais, t'as revenu un truc très primitif, presque. En fait, ce qui m'est venu, c'est ce qui est important, c'est l'amour que tu donnes, l'amour que tu reçois. C'est tout. Et l'amour que tu te donnes aussi à toi-même. Et donc, cet événement-là, après, j'ai réussi à me soigner, machin, Dieu merci. Mais du coup, maintenant, j'ai une philosophie de vie où je me dis, voilà, il faut vraiment faire les choses qui ont du sens pour toi, qui sont importantes pour toi. Donc, si pour toi, ce qui est important, c'est ta future vie de famille avec ta copine, c'est ton podcast, parce que c'est ce qui t'anime, il faut le faire. Il faut le faire. Tu regretteras jamais. En plus, t'es quelqu'un, ça se voit, d'intelligent, t'as un certain niveau d'études, donc tu rebondiras si, tu vois. Mais voilà, moi, je pense, des fois aussi, il faut aussi faire confiance au destin. Et il faut aussi savoir se satisfaire un peu de ce qu'on a. Parce que t'aimes bien l'aléatoire. Parce que t'as raison, tu pourrais dire, ouais, là j'ai trouvé ce taf-là. Peut-être, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Tu vois, c'est un peu le truc. Mais des fois, il faut faire confiance un peu au destin. Mais j'avais un peu ce truc aussi, entre guillemets, à l'opposé, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance dans le parcours que j'ai fait d'à chaque fois trouver un truc qui marche. Mais du coup, je me disais, ah putain, mais si je me barre, je gâche un peu cette chance aussi, tu vois. Mais bon, après, je pense que la chance, déjà, tu peux la provoquer. Et en plus, il y en a partout, en fait. C'est ça, c'est pas parce que ça fait un peu biais du survivant, quoi. C'est, ah, j'ai eu cette chance-là. Peut-être que si j'étais à l'heure, je les aurais pas eu, sauf que peut-être que tu aurais eu d'autres chances ailleurs aussi. Et puis de toute façon, toute expérience, c'est bon à prendre. Oui. C'est-à-dire que même si demain, t'es pas cinéaste, machin, bah, comme tu le disais, comme vous le disiez, ça te sert pour faire le podcast. Ça t'a certainement donné une culture qui t'a développé sur plein d'autres sujets. Tu écris, donc forcément... Oui, de toute façon, il y a un truc de... Oui, si j'avais pas fait ce parcours-là, je ne serais pas la même personne aujourd'hui, c'est ça. Mais on chope toujours des trucs. Moi, je pense qu'il faut pas regretter. Ça sert à rien. Ah non, regretter, je ne suis pas... Justement, je suis pas dans le regret. Moi, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est un nom. C'est genre la peur d'un futur regret par rapport à ce que je fais en ce moment, tu vois. C'est la peur de se tromper. De faire un choix que tu regretteras plus tard. Bah moi, ça me ramène... C'est la petite minute philosophie. Moi, j'adore ta philosophie, donc... Non, mais c'est vrai. Non, mais ça me ramène à des concepts philosophiques. Même merci d'avoir partagé ça avec nous, parce que mais c'est vrai avec que... grand plaisir. C'était ma partie préférée de... Je me rappelle quand tu m'as raconté tout ça à la boutique, l'origin story de Bastien, quoi. C'est vrai que c'est un peu son origine de super-héros, c'est pour ça que maintenant il est l'être. En vrai, t'as l'air très sage comme gars, tu vois. Sage dans le sens... J'essaye. Moi, je sais pas, je t'ai dit, mais humainement, t'es quelqu'un d'incroyable, quoi. Putain, mais les gars, faites on se branle, les gars. Putain, c'est trop bête, là. Non, mais vraiment, et Bastien, il a une sensibilité qui est rare chez les humains, d'autant plus chez les hommes, je trouve. Et c'est ça qui fait plaisir de fou, quoi. En plus, moi, on m'en avait déjà parlé, j'étais en mode, oui, bah, je le connais. Mais moi, au début, avec le côté raciste, je me suis dit, tu vois, putain, dommage. Et là, il m'a rechopé avec le côté vraiment sage sur les décisions de vie. Tellement pas raciste, les gars. Et juste très maladroit. T'expliquais le fait que tu avais la peur de prendre une décision que tu regretterais plus tard. Et du coup, je disais, la minute philosophie, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça grâce à mon père. Donc, j'ai lu beaucoup de courants, les courants classiques, mais aussi les courants orientaux, etc., là, en Inde notamment. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a une sorte d'idée commune. Tu vois, chacun a sa manière de penser, ses thèses, ses théories, ça, mais quand tu décortiques un peu tout, il y a une sorte de socle commun. C'est la temporalité, le temps. Ce que te diraient les stoïciens, je sais pas si vous connaissez le mouvement. Eux, leur idée principale, c'est il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ça n'a aucun intérêt de ressasser, tu vois. Bon, ça, c'est la première idée. Et la deuxième, c'est qu'en définitive, nous, on ne vit que dans le présent. Le passé, tu peux ressasser ton passé 250 fois. Ce qui s'est passé est passé. Tu peux pas revenir en arrière, changer les choses. L'avenir, il est pas là. Tu peux pas agir sur l'avenir. Tu peux le préparer éventuellement, etc. La seule chose qui nous reste, toute notre vie, on la vit dans le présent. Donc, la plus grande souffrance de l'homme, elle vient du fait que tu sors de cette temporalité, tu ressasses ton passé. Et pourquoi j'ai pas fait ci? Et si j'avais fait ça? J'ai fait mes études. Et l'anticipation du futur. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver tel jour? Si je fais tel événement, qu'est-ce que tu vois? Et en fait, tout ça, c'est de l'énergie mentale qu'on perd. Et qui crée soit de la frustration quand tu regardes le passé, soit de l'anxiété quand tu regardes l'avenir. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est n'essaie pas de te projeter loin. Regarde aujourd'hui ton truc, voilà, est-ce que là, ça, tout de suite, trop du mal. Tu peux pas savoir maintenant si tu regretteras ta décision future. Oui. Donc le fait de te poser la question, c'est n'importe quoi, de l'anxiété, une forme de souffrance pour quelque chose sur lequel t'as pas le contrôle. Il y a un rappeur que j'aime bien qui a dit dans des interviews, le passé c'est la mémoire et l'avenir c'est l'imagination. C'est Vald.
peut-être. Un artiste que j'écoute. Un artiste comme ça. Et toi, Edwin, de quoi t'es fier? Oui. Bah, moi, je pense que vraiment, j'avais ce truc. Pareil, quand j'étais un peu en dépression, en psycho, là, en L3, j'avais vraiment 2 rêves récurrents qui étaient faire Compostelle et faire du stand-up. C'était vraiment les trucs où j'y pensais tous les jours en mode ça, faut un jour que je le fasse dans ma vie et tout. Et du coup, j'ai fini par les faire et donc j'en suis très fier. Du coup, vraiment, bon, Compostelle. Mais il y a un truc un peu détaché avec Compostelle où, genre, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait. Le voyage initiatique. Et je pense mon empathie aussi, genre, je sais que c'est un truc, ma sensibilité aussi. Ok. Voilà, quoi, globalement. D'ailleurs, très bien, il faut faire attention avec la remise en question. Parce que des fois, on croit qu'on se remet en question. En fait, non, on cherche juste des trucs pour se détester. Je sais pas si vous voyez. C'est juste chercher un truc pour se détester. Je sais qu'à un moment, j'étais en mode ouais, je me remets en question. Non, j'étais juste dans la recherche de la haine de moi-même, quoi. T'as un exemple, par exemple, où... De me dire ouais, bah, je me remets en question sur une situation machin, et en fait je cherchais juste un truc où je me dis ah ok, mais en fait je suis comme ça et je me déteste d'être comme ça. Tu te crées un monstre, quoi. C'est, Ouais, voilà, je suis tu crées un vraiment monstre. ce mec horrible. Ouais, voilà, et en fait c'est pas de la remise en question, c'est juste chercher à se C'est détester. drôle, ça fait penser à... J'étais en train de lire récemment un livre d'Alain, qui est un philosophe français. Alain qui l'avait tatoué sur l'avant. Voilà, mais qui parlait de ça, et en fait, il expliquait, et c'est vrai, il y a des gens qui s'identifient à leur souffrance, et qui par tous les moyens cherchent à la maintenir. C'est-à-dire qu'ils ont tellement souffert, ils ont tellement pensé qu'ils se sont identifiés pour eux, ce qui les caractérise, c'est cette C'est souffrance. triste, c'est Et horrible. donc ne plus souffrir, ce serait ne plus exister. Certains se complaisent même, c'est-à-dire que ils cherchent ça, tu sais, ils s'en plaignent, mais en fait, ils ont une partie d'eux-mêmes qui cherchent à souffrir, tu vois, et qui vont construire les conditions de la Mais souffrance. sache que j'étais complètement là-dedans, j'étais dans une mentalité, donc ça c'était avant que je travaillais à Pismoc, de ce que j'ai vécu. Ah, en fait, c'est utile parce que je vais pouvoir aider les gens. En mode, c'était nécessaire pour aider les gens. Il fallait que je vive ça. Donc, je vais travailler dans le social pour donner un sens à tout ça. Ouais, je comprends. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que après ça, du coup, j'ai voulu faire EduxP. Après, j'ai été en psycho et tout. Et en sortant des études de psycho, je me suis dit, maintenant, je vais être éducateur spécialisé, machin. Donc, vraiment, je voulais être en plus dans le public qui me concernait et tout. Et après, je me suis dit, non, ça va faire trop écho. Et en fait, je me rendais compte alors que je faisais juste quoi, je faisais service civique, j'allais dans par exemple, dans les structures avec pour les handicaps, et je les aidais je faisais de l'observation, je les aidais à préparer des CV, des trucs comme ça. Et en fait, je me rendais compte que vraiment, le matin quand je me levais, je me forçais à être dans un rôle. Ouais, tu t'es créé un personnage. Enfin, vraiment, je me forçais. Il y avait un niveau de truc où je me levais en mode j'étais investi d'une mission. Donc, déjà, c'est hyper égocentrique. Typiquement, le truc de Bastien, là, t'étais à la fois dans le passé et dans le futur, mais jamais dans le présent, quoi. Non, parce que tu te dis, j'ai vu que j'ai vécu ça, il faut que je sois comme ça. Ouais, Et voilà. du coup, tu Genre passes- un peu. Ben ouais, je pense que c'est parce que j'ai été trop biberonné au truc de super-héros en mode origin story. Mais tu rigoles, mais je pense qu'il y a un truc là-dedans. Mais vraiment dans le complexe du sauveur. Et en fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, je vais absolument pas être heureux là-dedans. C'est genre martyr, c'est presque, tu t'es mis en position de martyr en disant parce que j'ai Ouais, souffert et donc tout, il faut que ça j'avais serve. tout fait, quoi. J'avais la licence en psycho, j'avais l'origine story qui était parfaite, j'avais boosté en plus mon dossier en faisant service civique en mode de sûr, je suis pris. J'ai été pris direct, vraiment en mode, ils ont dit, oh, bah, écoutez, vraiment, vous avez un super dossier, machin et tout. J'ai fait, ah, bah, en fait, non. Et ils m'ont rappelé, j'ai fait, ouais, non. Et voilà, et après, je suis parti vivre ma vie et je suis arrivé. Et je suis très content aussi de m'être écouté là-dessus, quoi. C'est un peu une fierté. Et en plus, après, j'arrive dans cette boutique de app et là, je rencontre Bastien. C'est-à-dire, si j'étais en social, j'aurais jamais rencontré ce beau bébard, quoi. T'imagines, je serais passé à côté de ce beau bébard. C'est vrai qu'on sait pas à côté de tous les beaux bébars auxquels on passe, quoi. Je crois qu'on est tous à peu près à une poignée de main d'un bébard. Ah Donc, ouais, à vous de les ouais. saisir. C'est ça le message. En fait, tout ce que j'ai vécu, c'est pour pouvoir rencontrer des bébards. Donc, c'est ça qui est beau, quoi. Sachez que je passe un moment très qualitatif. Je Moi me aussi. régale. Moi J'aime aussi, beaucoup là. cette discussion. Et en fait, presque, je suis pas dans le podcast, on kiffe juste le moment entre Ouais. nous, quoi. Bienvenue dans Pourquoi on a fait ça, mec. Et je pense que tous les chemins mènent à la tartine de kiff. Voilà, en fait, c'est à nous de trouver le chemin vers le kiff. La boussole à kiff, comme tu l'as dit une Ouais, fois. c'est ça. C'était Voltaire qui disait il faut cultiver son jardin à la fin de Candide. Bah, nous, il faut tartiner notre tartine. En fait, tartine de kiff, c'est une sorte de paraphrase de Carpe Diem en soi, si on y réfléchit. Bah, pour moi, là, allez, là, on part dans la méta. Quand on dit tartine de kiff, c'est le kiff, c'est le plaisir, et la tartine, c'est le moment qu'on passe C'est à l'action. avoir du plaisir à discuter, quoi. Donc, elle est immatérielle, cette tartine, La en fait. tartine, c'est l'action, et le kiff, c'est ce qu'on souhaite. Ouais, la tartine, c'est notre vie. Quel ingrédient on met dessus? Est-ce qu'on passerait pas aux petites recommandations, décommandations? Je sais pas si Edwin t'a dit. Oui, je lui ai dit. Beau gosse. Est-ce que donc, Bastien, tu as quelque chose que tu as envie de conseiller, déconseiller Oui. qu'est-ce que... Alors, pour poursuivre l'excellente conversation qu'on a eue juste avant, Ah, c'est de la philo. Il part sur de la philo. ouais, enfin, des petites nouvelles avec des leçons philosophiques à l'intérieur. C'est de Tolstoï. Alors, c'est 3 nouvelles qui traitent de la mort. Donc, il y a un recueil qui réunit les 3.
Sinon, vous pouvez les acheter indépendamment. Donc, il y a La mort d'Ivan Illich, Maître et serviteur, et la troisième, j'ai oublié le nom. Et donc, voilà, ce recueil de 3 nouvelles traite de la mort, et en fait, à travers la mort, il traite de la vie, et de la manière dont on vit. Et la mort d'Ivan Illich, elle me fait penser un peu à ce que tu décrivais tout à l'heure. En gros, c'est un mec, il vit une vie bonne sous tout rapport. C'est-à-dire, il fait toujours le choix le plus convenable. Voilà, la société verra bien ça. C'est bien de faire telle école, c'est bien de faire tel diplôme, c'est bien de travailler dans tel cabinet. Donc, il construit sa vie autour de ça. Il se marie parce que c'est bien de se marier avec telle personne parce que c'est une personne bien vue. C'est bien de faire des enfants, je fais des enfants. Il optimise sa vie, quoi. Un peu. Voilà, c'est une vie qu'on appelle... L'idéal sociétal. Voilà, c'est une vie de convenance. Et puis, il tombe malade. Et donc, en fait, il va vivre une longue agonie qui dure 4 mois. Et pendant 4 mois, il a ce blocage mental de il comprend pas. Mais pourquoi moi tu vois, j'ai toujours vécu j'ai tout ma bien vie. fait, quoi. Exactement, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis jeune. Et en fait, bon, je spoil un petit peu la fin, mais il se rend compte à la toute fin qu'en fait, il a mal vécu. Si là, je suis aussi mal, c'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance psychologique. Et pourquoi je souffre psychologiquement? Parce qu'en fait, j'ai été dans le déni tout ce temps-là. J'ai pas vécu ma vie, tu vois. J'ai vécu la vie que le monde attendait que je vive, mes parents, mon conditionnement, Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous renvoie à nous-mêmes et à la question, est-ce que je vis ma vie de la bonne manière? Est-ce que je fais ce qui m'anime? Ou est-ce que je suis dans un circuit classique où, comme tu disais, je sais pas moi, par exemple, dans ma famille, ils ont tous fait bac S, sciences, machin, etc. J'ai commencé par ça. J'ai suivi ce schéma, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie comme ça. Les meilleures écoles, les meilleures entreprises, les meilleurs trucs. Et à la fin, qu'est-ce qui reste, tu vois? Est-ce que tu as vraiment vécu ta vie? Et je trouve que voilà, le retour face à soi est hyper intéressant. Et les 3 nouvelles traitent un peu de ça. À chaque fois, il y a des petites subtilités. Donc voilà, je le conseille vivement. La mort d'Ivan Illich, suivie de Maître et serviteur et de 3 morts. C'est le nom du recueil. On a retrouvé, on a cherché. De l'auteur Toy Story. Léon Toy Story. Est-ce que tu as un peu de haine à tu n'es pas obligé, hein, c'est vraiment si tu as envie. Un truc qui t'a volé un peu de ton temps. Un truc que j'apprécie critiquer, ça me fait beaucoup rire, c'est la nouvelle discipline qui consiste à faire du cheval sans cheval. Je sais pas si vous voyez. J'en ai parlé Voilà. pas plus tard qu'hier. Avec le balai et le... Alors, c'est un nom, putain. en soi, la discipline en elle-même me dérange pas, tu vois, c'est du sport, c'est comme du saut à l'ail et ça saute, machin, ok, c'est hyper stylé. Mais par contre, quand tu sais, ça fait des vidéos POV, aujourd'hui, Petit Tonnerre n'était pas en forme, il a raté le deuxième. Non, Petit Tonnerre, arrête. Quand c'est enfant, d'accord. Là, il y a un truc imaginaire, tout ça, mais quand c'est des adultes, et ouais, du coup, dans ma discussion, le mec me parlait de vidéo, la meuf dit, ah non, là, il veut pas faire son saut. Là, genre, le bâton cheval ne veut pas faire son Je saut. pense que c'est en lien avec un grand pilier qui a été dans Tartine de Kiff. Moi, je vois la même énergie que dans les bébés reborn. Oh, ouais, exactement. Ce truc de du jeu, en fait, tu retrouves le jeu de l'enfant, mais dans la vie adulte, et ça prend trop de place parce que moi, je pense qu'il faut rester un peu dans ce truc enfantin, c'est important et tout. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent évidemment. Mais il y a un peu ce truc de qu'est-ce que tu fais. Par exemple, j'avais vu des gens qui avaient des tétines, des tototes comme les enfants, au travail pour déstresser. Et ce truc un peu aussi de me dire, si les gens quand même en arrivent là, c'est qu'il y a un truc qui va pas quand même. Mais même d'un point de vue, du coup, ça plus dans le monde du travail, mais... pour reprendre l'exemple que tu donnes avec les baby reborn, t'as raison, c'est la même même mouvance. Moi, quelqu'un qui achète son bébé reborn et qui vit sa vie tranquille, il fait son truc, y a pas de... Tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Il emmerde personne. Par contre, quand t'amènes ton bébé reborn aux urgences, les urgences, elles sont blindées, tu déranges un médecin, des infirmiers, des trucs. Ça, c'était du fake. La vidéo, j'ai enquêté, c'était la meuf qui avait la... Enfin, en tout cas, c'est la vidéo qui avait buzzé. C'était la meuf qui avait la crèche de bébé reborn et on a dit que c'était faux. Par contre, c'est un faux reportage d'un vrai média, donc ça, c'est un peu inquiétant. En tout cas, tu vois, c'est toujours pareil. En fait, c'est un peu alimenté un délire, je trouve. En fait, c'est toujours une question de proportion. Pareil pour les nanas qui font leur truc avec leur balai. Moi, je te dis, sur le principe... Du coup, je cherchais le hobby horse, il n'y a aucun problème. Tu fais du hobby horse, c'est super, c'est du sport. Si tu t'éclates, il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences à partir dans des délires de... Tu donnes vie à un objet, il n'a pas voulu faire ci. Moi, je trouve même ça malsain dans la construction de l'adolescent ou de l'enfant qui se lance dans ce genre de choses, tu vois. Donc, j'aime bien critiquer ça avec amour, mais je prends du plaisir malin à regarder ça et me dire, oh là là, mais c'est pas possible. Ouais, le spectacle macabre, quoi. C'est ce que j'ai eu avec les bébés reborn, malheureusement. Où j'alimentais le délire, quoi. Tu veux... Non, je le fais comme ça. Comme ça, je peux m'adapter et voir ce que je conseille. On a peut-être des recos en commun. Alors, je recommande... en fait, j'ai changé de recours en cours de route. Je voulais recommander un film, je le ferai plus tard, parce que tu as parlé de Bigard. Et ça m'a rappelé un très beau moment que j'ai passé. J'ai regardé une vidéo... Je ne pensais pas un jour regarder une vidéo d'1h40 sur Bigard.
Il a une vie intéressante. Justement, il y a donc un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Mr. Fox, qui à la base parle plus de VF, doublage VF, tout ça. Il a fait une vidéo qui s'appelle l'ascension de Bigard. C'est une vidéo du coup de quasiment 2 heures sur Bigard. Et c'est ce genre de vidéo où, tu sais, le genre de sujet dont tu te branles complètement, mais le mec arrive à t'accrocher et t'intéresser. Le mec raconte la vie de Bigard, sa carrière, comme ça, quel genre de mec c'est, tout ça. Et c'est hyper intéressant, en fait. C'est trop intéressant de suivre son parcours parce que on a que le cliché de Bigard, le chien de salope, tu vois, on a que le bof. Ouais. C'est aussi ce mec, mais il y a un autre Bigard, tu vois. Il fait toute sa vidéo en disant, il y a le Bigard qu'on connaît, mais il y a un autre Bigard. Il a un côté très sensible aussi, Bigard, je trouve. Par son vécu et tout. Et même en regardant, parce que du coup il met des extraits de ses spectacles, il parle pas que de cul tout le temps, tu vois. Enfin, il a eu plusieurs spectacles et c'est arrivé sur le tard qu'il commence vraiment à parler de cul, tout ça. Mais il y a tout un truc intéressant sur qui il est, ce qu'il a vécu. Le mec a une vie pas facile du tout, quoi. Tous les gens dont il est proche et qu'il aime, ils meurent un à un. Genre, c'est vraiment. Et du coup, lui, il arrive quand même à continuer, quoi. C'est incroyable, quoi. Le mec a une force mentale folle. Une anecdote. Après, c'est toujours des persos voilà, qui sont un peu controversés. Genre Bigard, quand même, il avait fait des blagues un peu genre culture du viol et tout. Oui, non, voilà. Mais par exemple, Patrick Sébastien, il y a une anecdote que je trouve folle de lui. Il devait jouer un soir sur scène. Il apprend juste avant de monter sur scène que son fils est mort. Genre, il a perdu un enfant. Le mec est quand même monté, quoi. Après, voilà, c'est un peu la légende, mais c'est vraiment ce truc de. Tu te dis, putain, il y a des parcours de vie intéressants. Ah non, ouais. Moi, je dis pas que Bigard est un être humain bien et tout ça, parce que voilà, il a décideurs voilà, il a ses torts, mais le fait de découvrir son histoire, j'ai trouvé ça très intéressant, quoi. C'était vraiment. Je pensais pas être accroché par 2 heures de Bigard, quoi, tu vois, par une vidéo qui parle 2 heures de Bigard, et vraiment. Et en plus, c'est la partie 1, donc il va faire une suite, ce qui est cool. Parce que là, il a fait la partie Ascension, et là, il va faire la partie plus qu'on connaît, je pense. La deuxième partie sera plus la partie Bigard problématique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça nous invite aussi à ne pas juger les gens que par rapport à, comme tu disais, les clichés qui en ressortent. Tu vois, il y a toujours des vies derrière. Moi, je trouve que c'est intéressant justement de voir ce qu'il y a derrière, le vécu, le passif, comment ils en sont arrivés. Il y a le côté célébrité où en fait ça devient des espèces d'objets médiatiques qu'on sépare de la personne. Et là, c'est intéressant, je trouve, de voir. Ça explique rien du tout et le mec a quand même fait de la merde. Mais c'est intéressant de voir ce gars qu'on pense le bof, le ci, le là, de voir que voilà, quand même, le gars, il a tout ce qu'il a vécu, c'est quand même quelque chose, quoi, tu vois. Comme là, en ce moment, un truc qui m'énerve, c'est le retournement de veste sur Kev Adams. Ah, que parce qu'il buzz aux États-Unis. Ouais, tout le monde chiait dessus pendant des années et tout. Bon, moi, j'ai trouvé ça gênant, mais jamais eu de haine particulière envers lui, quoi. Et là, d'un coup, ça y est, il fait incroyable talent aux États-Unis. Les gens, ils font ah, c'est la fierté nationale et tout. Ça m'énerve. Je recommande la vidéo L'ascension de Bigard de Mr. Fox. Et je décommande, j'avais pas forcément de décommande, c'est vraiment une petite décommande, j'ai pas non plus une haine viscérale, c'est pas la décommandation flamboyante comme on a pu l'avoir dans Tartine de Kiff, c'est juste le dernier Scary Movie. J'ai pas passé un bon. On l'a vu ensemble au cinéma avec Edwin. En vrai, je crois que j'ai pas non plus un amour fou pour Scary Movie à la base, et j'étais jamais allé en voir un au cinéma, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu perdu mon temps, j'ai pas trouvé ça très drôle. C'était un peu fade. En fait, comme toutes les productions de notre époque, j'ai l'impression. Tu sais, pas trop de saveur, toujours un peu de second degré. J'ai l'impression que Scary Movie, je me suis dit, ah putain, c'est cool, un peu une parodie. Il y a pas beaucoup de parodies en film, tu vois. Ouais. Et ça se fait plus trop, ouais. Et là, ils le font, mais ils le font. Et c'est con parce que, oui, que ce soit cynique, une parodie, d'accord, mais là, ça fait encore, comme d'hab, le cynisme habituel. Ils sont parodiques sur leur parodie, tu vois. Ouais. C'est fada, c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que dans les anciens, ils étaient un peu plus pertinents, même sur les vannes, il y avait des trucs un peu plus cons, un peu plus drôles, même le côté purement parodique de films d'horreur, tu vois, ils reprennent, du coup, ils font le kiff de reprendre des films d'horreur plus récents. Je trouve pas que les idées de vannes soient très drôles, tu vois. Non, voilà. J'ai pas non plus détesté. Je savais dans quoi je mettais un peu les pieds. Je suis pas trop passé un bon moment, voilà. Je décommande le dernier Scary Movie. Ah oui, ils expliquent les blagues, ça. Ils l'ont jamais trop fait dans les Scary Movie. Là, par exemple, il y a un personnage, c'est pas très drôle, hein, mais il y a une meuf, elle s'appelle Mardi, en mode brune, machin, c'est Mercredi Adams, tu vois. Ouais. Et en fait, elle s'appelle Mardi, c'est ça la blague, ok, que ce soit une petite cacahuète, ok. Mais dans le film, à un moment, ils reviennent dessus, genre, au bout d'une heure de film, ils disent mercredi, et d'un coup, genre, parce qu'on n'a pas envie de se prendre des procès. Oh là là, c'est lourd, les gars, on a compris, c'est bon, tu vois, on n'est pas débiles, hein. Calme-toi, t'es. Non, mais oui, ça m'énerve un peu. Mais c'est le truc de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce que c'est une parodie qu'on est débile. Quand c'est bien parodié, t'as pas à citer le truc de base, parce que tu le convoques naturellement, tu vois. Donc voilà, donc c'est juste ça. Du coup, j'ai beaucoup aimé Backrooms, ça va être ma reco. Donc tu connais un peu le concept des Backrooms ou pas? Non. En gros, ça reprend, c'est un peu... Je peux expliquer sinon. Vas-y, explique, ouais. En gros, le principe des Backrooms, c'est sur Internet, des gens qui sont partis de blogs, de subs, tout ça, qui ont construit en fait un univers fictif à plusieurs. Et tu sais, à partir d'une image qui a buzzé, qui est celle-là. C'est le concept des images liminales, tu sais, c'est des espèces d'espaces que tu as l'impression de connaître, mais qui sont un peu dérangeants parce qu'ils sont vides, bizarres. Et du coup, les Backrooms, le principe de base, tu vis ta vie.
Et en fait, tu peux possiblement glitcher à travers un mur, c'est-à-dire tu peux traverser dans le monde, c'est un truc un peu paranormal où apparaître dans un tu endroit. traverses et tu te retrouves dans les backrooms, qui sont cette espèce de lieu Ok, d'accord. qui en fait ressemble à notre monde, mais totalement vide. Mais en fait, c'est juste un amalgame de, comme si c'était genre un bâtiment, mais qui a pas vraiment de sens en Ouais, fait. ouais. C'est des lieux communs, mais avec une part de nos sens. Donc par exemple, ces visuels-là que je t'ai montrés, mais d'un coup, il va y avoir des tables mis aléatoirement, des meubles un peu incrustés dans le mur, ou qui en fait, c'est l'absence de sens en fait. Il y avait un vidéaste, un YouTuber, qui faisait des vidéos en 3D dans cet univers-là, qui racontait des trucs. Voilà, il y a un lore machin. Et ce mec a été choisi pour faire le film au cinéma Backroom. Ok. Donc petit créateur d'internet qui se retrouve à Ça faire le tue. film. Donc ça a fait monter la hype et tout. Moi j'étais un peu en mode bon, est-ce qu'ils vont faire un truc méga lissé, film d'horreur de merde et tout. Et en fait j'ai beaucoup aimé. Donc après j'ai pas non plus été à fond dans les backrooms quand ça a été à la mode et Ouais, tout. moi j'ai découvert sur le tard aussi. J'ai trouvé ça trop bien. En fait, le film est vraiment bien parce que c'est dans la continuité des vidéos de ce mec, mais avec un fond très humain de qu'est-ce que ça représente les backrooms pour nous. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool et je le conseille. Je l'ai conseillé à Victoria qui a détesté. Voilà. C'est pour ça aussi que je l'ai pas conseillé, c'est parce que j'ai peur. Est-ce que j'aime le concept des backrooms ou est-ce que j'aime le film Backroom? C'est ça le truc, c'est que est-ce que le Moi, film j'ai se- aimé ce qu'ils en ont fait dans le est-ce que le film se suffit à lui-même quoi? Je sais pas si c'était dans les films d'horreur et tout. Après, en plus, ça fait pas extrêmement peur non plus. Il y a eu des, moi j'ai sursauté alors que je sursaute pas C'est un souvent. peu ce truc d'atmosphère un peu anxiogène, comme dans Obsession, qui est cool, quoi. Et donc t'aurais pas détesté un truc à tout hasard par exemple? Justement, hier soir, je me suis dit, putain, c'est bête, j'ai pas de truc à déconseiller ou cracher ma haine. Et là, je vois sur mon petit IPTV le film Michael. Donc, pour le contexte, je déteste les biopics. Je trouve que c'est culte de la personnalité, c'est faux, ça n'a historiquement, enfin, à dire en termes de vérité, c'est pompeux, je déteste, ça m'énerve, ça me frustre. Et là, en plus, sur Michael Jackson, où vraiment le mec, c'est The Big Payoff et personne n'en parle. Enfin, bref, bon, après, voilà, il y a des débats, mais. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, oh là là, que c'est pas bien. Mais en plus, vraiment, l'acteur qui joue Michael Jackson, qui est son neveu, en fait, ils vous ont voulu donner ce côté enfantin. En fait, un peu comme avec Alien Earth. Où en fait, dans Alien Earth, c'est des androïdes forme humaine avec des âmes d'enfants dedans. Et en fait, voilà, ce problème de pas savoir jouer des enfants. Et en fait, vous faites juste des gens débiles, du coup. Et il y a ce côté-là où il donne le côté un peu Peter Pan, ah là, Michael Jackson, il veut acheter il a plein d'animaux, machin. Et en fait, ça lui donne un côté très débile et très niais tout le film, et ce qui fait qu'il est insupportable, quoi. Tu vois le tournage du clip Thriller et tout, et en fait, ils arrivent juste à te gâcher des trucs, des clips iconiques en le rendant un peu ridicule, quoi. Ouais. Ouais, il y a des moments, des visuels où vraiment je rigolais parce que c'est la gueule, quoi, genre. Et voilà, donc c'est de la merde, c'est des biopics. Je pense que c'est un des pires biopics que j'ai vu. Ah ok. Je pense que pour moi, Michael Jackson est mort une deuxième fois avec ce film. J'ai pas peur de le dire. Bon, bah, Bastien, merci beaucoup d'avoir consacré de ton temps. Avec C'était grand très plaisir. intéressant. Très content de mélanger ces deux univers. Là, pour moi, c'est le paradis, quoi. C'est un peu ton best-of de vie là. Ma tartine, quoi, au final. Ton Spider-Man. Oui, c'est ça, c'est mon No Way Home, en fait. Non, c'était très intéressant, très sympa à vivre comme expérience. Bien Bastien. Tu reviendras si l'envie t'en dit. On veut pas te mettre le couteau sous la gorge au micro en mode tu reviendras mec. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'était hein. très sympathique. Et ben, merci à tous Merci à d'avoir tous. écouté cet épisode. Merci beaucoup. N'hésitez pas à cancel Bastien avec ses takes racistes, malheureusement. Voilà. Mais il apprend par l'erreur. On l'appellera le philosophe raciste. Je conclurai en disant amour et paix sur chacun. Et voilà. N'hésitez pas de temps en temps une petite blague raciste. Allez, on finit là-dessus. Ça fait de mal à personne. À dans 2 semaines. Vive Bigard. Hop hop hop, cher Tartinos, avant qu'on se quitte, là nous sommes une semaine après l'enregistrement que vous venez d'entendre, c'est le Lucas du montage. Salut. Pourquoi je vous parle, c'est parce que Bastien, notre invité, nous a envoyé après coup un fichier audio. Ce fichier, je vais pas le commenter, je vais vous laisser libre juge, même si on sent que l'artiste a potentiellement une envie de réparer certains torts, et peut-être que c'est encore pire ça. Je vais pas me prononcer là-dessus, je vous laisse libre juge. Donc on se quitte là-dessus, en musique, et on se dit à dans 2 semaines, des bisous la team. Oi oi. Babylone to Kingston. Oh Babylone, tu as pris possession de ma bouche. Oi oi. Tu as mis le racisme sur ma route, Babylone. Tu m'as fait tenir des propos inconcevables qui ont choqué les plus jeunes. Edwin en a perdu ses pègres cheveux, oh non. Les auditeurs seront choqués en découvrant le racisme primaire.
Tu m'as fait m'en prendre aux Asiates et aux rebeux, ainsi qu'aux Pakistanais de Rome. Oh Babylone, comment veux-tu que je te pardonne? Tu as mis le racisme sur ma route. Tu as usurpé ma bouche. Oi oi. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, t'as un type de kiff? Spring break. Mais ouais, regarde, là.